Bonjour, je m'appelle Jean-Eudes, j'ai 26 ans. J'habite pas dans une ville en particulier, je suis assez itinérant. Et sinon, l'intitulé de mon métier s'appelle recruteur de donateurs. Comment avez-vous découvert ce métier? Et ben c'est très simple, la découverte de ce métier, c'est quand j'étais en prépa à Orléans. Donc j'avais 18-19 ans à l'époque. Et en fait, en sortant des cours, il y avait toujours des gens dans la rue qui avaient des cahuètes de toutes les couleurs et qui venaient te parler tous les jours pour te demander de l'argent pour une association. Et moi, à l'époque, j'avais pas de thunes. Mais je leur ai dit, par contre, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux faire de la collecte de fonds avec vous. Et en fait, c'est là que j'ai découvert que c'était pas du coup quelque chose de bénévole, que c'était un métier. Et en fait, le mec il m'a donné le contact de l'entreprise. Ensuite, je les ai contactés, j'ai passé un entretien d'embauche pour l'été. Et c'est comme ça que j'ai commencé le métier. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Je vais pas vous mentir que moi, je suis un mec qui réfléchit pas tant que ça. Et qu'en gros, avant de faire le métier, je me suis pas renseigné sur le métier en lui-même. C'est-à-dire que j'ai pas tapé sur internet, j'ai pas demandé à des gens que s'ils avaient déjà fait ce métier. Et en fait, je suis juste allé à l'entretien d'embauche parce que j'avais l'idée que j'avais envie de faire ça. Et en fait, j'avais pas d'a priori ni négatif ni positif sur le métier avant de le faire. Juste, je sentais que j'avais envie de le faire. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors moi, personnellement, j'ai fait 3 années de prépa. Par contre, il faut savoir que pour ce métier, tu peux avoir un bac-8 ou un bac+12. Dans tous les cas, ça va pas être un critère discriminant ou ça va être un critère qui te permet d'accéder plus facilement à la profession. En gros, ce qui va se passer, c'est que tu as un entretien d'embauche où tu as en gros des jeux de rôle par rapport à l'association, mais tu vas avoir aussi un peu d'évaluation de ta personnalité, on va dire un peu de ton charisme, ta répartie, ta chat. Ils vont essayer de te tester, essayer de te mettre mal à l'aise pour savoir si tu restes confiant quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est en l'issue de cet entretien, avec des gens qui connaissent le métier depuis longtemps, qui vont estimer si tu peux le faire. Mais par contre, ton CV, ton parcours scolaire, ils en ont rien à branler. Et en plus, c'est une profession qui demande pas de casier judiciaire. Donc en fait, tu peux même avoir fait 10 ans de prison. S'ils estiment que tu as le discours nécessaire, que tu as le charisme nécessaire, que tu n'es pas agressif avec les gens, que tu vas pas te laisser impacter par des ondes négatives, ils vont estimer que tu peux faire le métier, ils vont essayer de te faire travailler. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Si la question c'est de savoir est-ce que c'est facile de se faire embaucher, la réponse est je pense pas qu'il y ait de métier en France dans lequel c'est plus facile de se faire embaucher. La subtilité, c'est que je pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de métiers en France qui sont plus difficiles à garder. Parce qu'en fait, c'est des métiers où constamment, le fait que tu puisses travailler dans ça va dépendre de tes résultats. Donc tu te fais embaucher tout le temps, ils passent leur temps à embaucher des gens pour tester des nouvelles personnes. Par contre, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de personnes qui arrivent à performer sur le long terme dans ce métier. La durée moyenne de vie de quelqu'un qui fait ce métier, c'est 3 mois en moyenne depuis plus de 20 ans. Pour plus de 45 000 personnes estimées en France qui ont fait ce métier. Et donc, tout simplement se faire embaucher, ça va aller. Par contre, si tu veux persévérer là-dedans, en fait, ça va dépendre de plusieurs critères. Des critères qui dépendent de toi et des critères qui dépendent pas de toi. C'est-à-dire qu'il y a une capacité au départ à aller vers les autres, à avoir du relationnel et à pas se laisser démonter. Et en fait, ça, tu l'as ou tu l'as pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à la première difficulté, ils vont abandonner. Mais quand je dis une difficulté, c'est pas forcément qu'ils vont abandonner dans tout ce qu'ils font dans la vie. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas capables d'encaisser le refus. C'est comme ça, c'est humain. Le refus, ça leur fait trop mal et au bout d'un moment, ça va les mettre mal à l'aise. Ils vont se sentir mal et en fait, ils vont partir d'eux-mêmes. Mais si tu as la capacité à continuer de persévérer malgré les refus des gens, que tu te laisses pas démonter et que tu as un certain sens du relationnel, en général, ça se passe bien. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont toutes ces qualités réunies en même temps. Quel est l'objectif de ce métier? Alors l'objectif il est extrêmement simple, ça s'appelle recruteur de donateurs. C'est-à-dire que tu n'es pas là dans la rue pour sensibiliser les gens par rapport à la cause de l'association, tu es là pour recruter des donateurs. Donc en fait ta mission c'est d'aller voir des passants, de discuter avec eux, de présenter le travail de l'association, mais toujours en gardant l'objectif qu'à la fin c'est de faire en sorte que les gens deviennent donateurs réguliers pour l'association. Et quand je dis donateurs réguliers, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont faire un don ponctuel une fois sur l'instant avec toi. C'est des gens qui vont s'inscrire dans la durée avec l'association par un don mensuel par prélèvement automatique. Et en fait, le but de l'association, c'est pas que les gens restent un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est vraiment de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible. Donc l'idée, c'est que le monde, il peut changer. À un moment donné, tu peux avoir des difficultés financières. Bien sûr, il n'y a pas de contrat d'engagement. Mais en fait, quand la personne s'inscrit avec toi, tu dois essayer de trouver un montant qui est adapté à son budget pour en faire en sorte que possiblement, elle reste toute sa vie. En moyenne, on sait que les gens vont rester 4 ans et demi, 5 ans, en moyenne. Mais plus tu essayes de trouver des gens qui vont rester longtemps, plus tu vas augmenter la moyenne de temps où les gens vont donner. Et pourquoi c'est important? Parce que quelqu'un qui donne 6 mois 10 euros par mois, ça fait 60 euros. Mais quelqu'un qui donne 5 ans 10 euros par mois, ça fait 120 fois 5. Ok? Et ça monte déjà à 600 euros. Donc s'il reste 10 ans, t'es à 1200. S'il reste 20 ans, t'es à 2400. Et en fait, si tu trouves un donateur qui reste 40 ans, et c'est plus rentable pour l'association que de trouver 20 donateurs qui vont donner 6 mois. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Alors c'est très simple, j'ai commencé ce métier quand j'avais du coup, je pense que la première mission que j'ai faite, j'avais 18 ou 19 ans. Donc soit j'étais à la fin de mes 18 ans, soit j'étais au début de mes 19 ans. J'en ai aujourd'hui 26 et c'est le métier que j'ai le plus fait, que je fais chaque année à peu près entre 4 et 8 mois en fonction des années.
Donc je pense qu'en cumulé, on va dire que je suis à 6 mois par an sur 7 ans. Ce qui fait qu'en gros, je l'ai exercé 3 ans et demi, mais ça fait 7 ans que je l'exerce. En totalité de temps passé à faire ce métier, c'est 3 ans et demi de travail. Mais j'ai commencé à faire ce métier il y a à peu près, du coup, 7 ans. Quels sont vos horaires de travail? Les horaires de travail, c'est très simple, c'est standardisé en général. Tu commences à 11 h et tu termines à 19 h. Donc tu vas travailler de 11 h à 13 h 30 pour la matinée. Ensuite, tu as une pause déjeuner de 13 h 30 jusqu'à 14 h 30. Tu vas avoir une reprise qui va durer de 14 h 30 jusqu'à 16 h 30. Ensuite, tu as une pause rémunérée d'une demi-heure jusqu'à 17 h. Et ensuite, tu retravailles de 17 h à 19 h. Donc en fait, ça répartit ta journée en 3 tranches de travail de 2h30 à 2 h. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Je pense que le premier critère, le plus important, c'est la persévérance. La pugnacité, l'opiniâtreté, c'est la capacité à continuer d'aller de l'avant malgré les échecs. C'est vraiment cette capacité de résilience absolue où on peut te dire non 2h30 d'affilée, 3h30 d'affilée, tu vas continuer à aller chercher avec la même énergie, la même positivité tes donateurs. Parce qu'en fait, le problème, c'est que toi, tu vas emmagasiner de la frustration à force d'entendre des noms. Ok, et au bout d'un moment, t'es plus agréable. Sauf que la personne que tu as en face de toi, c'est la première fois dans la journée qu'elle te rencontre. Et si t'es pas sympa au maximum, tu sais que tu as quasiment 0% de chance qu'elle devienne donateur. Parce qu'en fait, elle est pas obligée de t'écouter, elle est pas obligée de te donner de l'argent, elle est sursollicitée dans la rue. Donc en fait, si tu te comportes en étant frustré, tu n'y arriveras jamais. Donc en fait, c'est la capacité à ne pas être frustré malgré le fait que toute la journée elle soit extrêmement frustrante. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Pour décrire ma journée de travail à un enfant, c'est très simple. Tu vas être dans la rue avec une couleur très visible qui représente une association. Donc une association, c'est un groupe d'individus qui ont décidé de faire le bien autour d'eux. Okay, et qui ont décidé d'agir pour des gens qui sont en difficulté, des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui ont froid, des gens qui n'ont pas le même accès au bonheur que n'importe qui et qui ont droit à cet accès au bonheur. Et en fait, pour ça, cette association, elle a besoin d'acheter des choses pour arriver à remplir sa mission. Okay, et pour remplir sa mission, du coup, elle a besoin d'argent. Et en fait, le problème, c'est qu'une association, elle n'a pas d'argent à la base et en fait, elle va solliciter des gens généreux. Solliciter, c'était peut-être un peu compliqué, mais en fait, elle va demander gentiment à des gens généreux de leur confier de l'argent, de lui donner de l'argent, et en fait cet argent elle va l'utiliser pour faire le bien. Sauf que l'association en général elle se concentre que sur la partie faire le bien, et en fait elle a du mal à trouver l'argent nécessaire. Donc en fait elle va trouver des personnes qui sont très à l'aise avec l'idée d'aller voir les autres pour leur présenter une bonne œuvre, pour leur présenter une bonne action, et leur demander de l'argent, et faire en sorte que ces gens généreux deviennent à ce moment-là des aidants de l'association. Quelles sont les tâches à réaliser à ce poste? Alors les tâches à réaliser, il n'y en a pas 50. Globalement, je pense que tu n'en as qu'une seule. La tâche est simple, c'est d'avoir le plus de bonne énergie positive à transmettre aux gens dans la rue, d'aller leur dire bonjour, de créer entre guillemets une conversation avec eux la plus agréable possible, de créer un lien humain avec la personne que tu rencontres. Une fois que ce lien il est créé, ça peut être très rapide, hein, ça peut prendre 30 secondes. Si tu es quelqu'un de sympa, très rapidement les gens ils vont se sentir à l'aise. En fait, c'est la première impression qui compte. Et en fait, cette première impression, elle est déterminée à ton sourire, à ton bonjour, à la manière où tu vas t'ouvrir à la personne. Une fois que la personne, elle t'accorde de l'attention, tu vas maintenant lui présenter le travail de l'association de la manière la plus interactive possible pour ne pas la perdre et pas que ce soit en mode un cours chiant de fac avec un prof soporifique. C'est vraiment impliquer la personne dans la conversation et en fait la ramener sur des valeurs humaines associatives. Et si tu sens que la personne, elle est sensible à ces valeurs, c'est très important que la personne le soit parce que tu vas pas créer une valeur associative chez quelqu'un. Il faut vraiment qu'elle soit impliquée d'elle-même. En gros, tu défends une association qui va aider des personnes en zone de guerre en Afrique et tu sens que la personne aider des gens à l'étranger ça n'intéresse pas parce qu'elle préfère aider des gens en France. T'es pas là pour juger, mais tu sais que du coup c'est une association qui va pas l'intéresser. Donc à ce moment-là, tu dois couper court à la discussion très poliment et aller trouver quelqu'un que ça va intéresser. Ça sert à rien de forcer la personne, tu vas pas la convaincre. Mais une fois que tu as trouvé quelqu'un qui est sensible à ça, mais tu sais qu'elle est sensible en lui posant le maximum de questions et en analysant bien sûr son body language, parce que bien sûr la personne elle va te dire des choses mais c'est à toi aussi d'en deviner d'autres, et bah là ta mission c'est de faire en sorte de lui dire bah écoute, nous pour faire cette action, cette mission, on a forcément besoin de dons. Et ensuite tu vas lui expliquer pourquoi c'est important que la personne donne sur le long terme. Pour donner un exemple concret, c'est qu'une association, si elle reçoit un don régulier, c'est très bien, elle va pouvoir agir sur le court terme. Par contre, la majorité des actions associatives, ça demande une implication sur le long terme. C'est-à-dire que si tu dois éradiquer le sida, tu peux pas juste donner un préservatif une fois à quelqu'un. Tu peux pas juste donner un traitement une fois à quelqu'un. Les traitements pour le sida, c'est des traitements à vie. Donc en fait, l'association, elle va avoir besoin d'argent sur le plus long terme pour arriver à enrayer l'épidémie. Et pour ça, elle a besoin d'avoir de l'argent qu'elle va prévoir. Pour prévoir de l'argent, il n'y a que deux choses qui sont possibles. C'est soit elle a des subventions étatiques qui tombent tous les ans de manière fixe, soit elle a des gens qui lui donnent de l'argent régulièrement, c'est prévu. Donc elle préfère avoir 1000 donateurs réguliers qui donnent 15 € par mois parce qu'elle sait que tous les mois elle a 15 000 €. Plutôt que d'avoir de temps en temps, si ça parle du sida dans l'actualité, 30 000 € qui tombent d'un coup, mais plus rien pendant 2 ans.
Parce qu'en fait, ça lui permet pas de se projeter sur le long terme, mais ça lui permet pas d'enrayer vraiment la maladie. Et donc du coup, tu vas présenter l'intérêt de ce don régulier à la personne. La personne, elle doit vraiment comprendre pourquoi c'est important le long terme. Et une fois que la personne, elle l'a compris, maintenant, tu dois voir si ça peut passer sereinement dans son budget. Il faut pas que la personne, elle le fasse parce que ça lui fait plaisir, mais au final, elle pourra plus le faire plus tard, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va arrêter au bout de 6 mois. Et le but pour l'association, c'est que la personne reste le plus longtemps possible. Donc le but, c'est de trouver une somme qui correspond réellement au budget de chacun. Donc il y a des gens pour qui donner 1 euro par mois, c'est pas possible tous les mois, parce qu'il y a des mois très compliqués. Il y a des gens pour qui donner 50 euros par mois, c'est pas possible. Ok ? Il y a beaucoup de gens, en général, ils vont se situer entre 10 et 15 euros. Par contre, tu vas avoir des gens, et c'est là où il faut être à l'aise avec la dimension financière, qui en fait sont avocats, sont médecins, sont héritiers, sont banquiers, sont tout un tas de professions, sont entrepreneurs et gagnent très bien leur vie. Et en fait, quand tu leur demandes combien tu peux donner sereinement tous les mois sans que ça change ta vie et ton quotidien le plus longtemps possible, et ben ces personnes-là, ils vont pouvoir peut-être donner 150, 200, 300 euros. Et en général, les records des associations, c'est autour de 3 à 5 000 euros par mois. Et ça, c'est possible. C'est très rare, mais c'est possible. Mais si en fait tu nivelles par le bas ton don, la personne elle va pas donner le maximum de ce qu'elle peut donner. Par contre, si tu sens que quelqu'un il a je sais pas 18 ans, c'est un petit étudiant qui a été sensible à la cause et qui va dire je donne 100 euros tous les mois, c'est là tu dois bien lui expliquer l'intérêt du don régulier sur le très long terme pour plutôt essayer de positionner un don qui va correspondre à ce qu'il pourra donner sur le long terme. Donc plutôt essayer de recalibrer sur une dizaine d'euros tous les mois en s'assurant qu'il va pouvoir le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans qu'il mange des cailloux, des pâtes à la fin du mois. C'est pas l'idée, c'est pas que le mec change sa vie et son quotidien, c'est pas qu'il se mette en difficulté, c'est vraiment trouver une somme adaptée à son budget. Et une fois que tu as toutes ces conditions réunies, que la personne elle est ok, tu remplis le bulletin de soutien et ça commence le mois d'après. À quoi ressemble votre journée type? Une journée type, c'est très simple, tu arrives sur ton lieu de travail à 11h. Le lieu de travail, c'est la rue. C'est des emplacements sur lesquels tu as des autorisations de préfecture pour te trouver. Et tu y es avec en fait un kawaii d'une couleur très flashy et avec un grand branding où tu as le logo de l'association. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, les gens te voient de loin, les gens savent que tu es l'association et voient en très grand, mettons que tu travailles pour Médecins du Monde, ils voient en très grand sur ton torse marqué Médecins du Monde. À ce moment-là, à 11h, tu te retrouves avec ton équipe et il y a un responsable d'équipe. Donc il va y avoir un brief qui va durer en général une demi-heure le matin. Et en fait, pendant ce brief, ils vont parler un petit peu des objectifs de la mission qui dure 5 semaines, combien de donateurs on a besoin, ils vont te rappeler un petit peu le discours qui est important à dire aux gens dans la rue. Tu vas avoir un petit peu, peut-être même des jeux de rôle à faire avec ton responsable d'équipe parce que lui, son rôle, c'est de te former et t'accompagner le plus longtemps possible. Et ensuite, du coup, à 11h30, quand ce brief est terminé, tu vas aller en rue, aborder le plus de passants possible jusqu'à 13h30. À 13h30, tu pars en pause déjeuner. En général, ce qui est le plus pratiqué pour les associations, c'est de manger en équipe, parce que du coup, ça crée une cohésion d'équipe, parce qu'en fait, ça permet du coup de se libérer ensemble de la frustration de la matinée pour ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, d'avoir des gens qui sont en général plutôt bienveillants, assez motivés, etc. De créer un moment détente où tu penses plus du tout à la rue, vous mangez ensemble. Mais après, bien sûr, tu peux décider d'aller manger tout seul, c'est une pause, donc tu fais ce que tu veux, mais en général, ce qui est privilégié, c'est plutôt de manger en équipe, pour vraiment créer cette solidarité. Donc en gros, tu manges de 13h30 jusqu'à 14h30, tu reviens en rue à 14h30, il y a un brief qui est un peu plus court en général qui va durer de 5 à 15 minutes à ce moment-là, tu retournes en rue jusqu'à 16h30, ensuite tu as une pause maintenant rémunérée d'une demi-heure. Donc là c'est vraiment pour aérer l'esprit, en fait c'est important qu'il y ait souvent des pauses dans ce métier, parce que tu emmagasines de la frustration, et en fait tu prends une pause qui te permet de remettre tes batteries à zéro. Tu as trouvé 5 donateurs à la tranche d'avant, tu es au taquet, tu peux continuer, tu en as trouvé 0, tu prends une petite pause. Je sais pas, si tu fumes une petite cigarette, si tu as besoin d'un café, tu prends un café, tu discutes avec ton responsable d'équipe, avec tes collègues, tu fais des blagues. Tu repars à 0 et la tranche d'après, tu recommences. Et là, tu vas attaquer la dernière tranche qui est la plus importante, celle de 17 à 19h. Et pourquoi c'est la plus importante? Parce qu'en fait, c'est la tranche où tu as les gens qui sortent du travail. Et en fait, toute la journée, ils vont au travail, ils vont emmener les enfants à l'école, ils font une course pour leur patron, ils n'ont pas trop le temps. Par contre, de 17h à 19h, c'est les gens qui sortent du travail. Et c'est le moment où tu vas croiser le plus de gens. Et tu vas croiser le plus de gens qui sont en âge de travailler et qui du coup sont qui sont potentiellement des donateurs qui vont pouvoir donner à l'association sur le long terme. Parce que en statistique, un étudiant de 18 à 25 ans, il y en a qui ont les moyens. Mais majoritairement, ils vont le faire parce qu'ils pensent que c'est important. Mais c'est pas eux qui ont vraiment la capacité financière de le faire sur le long terme. C'est ceux qui t'écoutent le plus. Mais c'est entre guillemets ceux qui sont le moins intéressants pour l'asso. Parce qu'en fait, ils vont le faire souvent, mais ils vont arrêter vite. Alors que quelqu'un qui a plus de 25 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans, il va en général t'envoyer plus chier, surtout les 40 et plus, c'est eux qui t'envoient le plus chier, mais quand tu arrives à capter leur attention, les écouter, et que tu arrives à faire en sorte qu'ils décident de devenir donateurs, c'est rare statistiquement que quelqu'un de 40 ans et plus ne reste pas au moins 10 ans. Et même souvent, les gens qui ont 30 ans et plus, s'ils ont la capacité de le faire, sans qu'il y ait un drame économique à un moment donné dans leur vie, ils vont, s'ils trouvent ça important le travail de l'association, potentiellement ils vont le faire pour le reste de leur vie. Et ça, c'est les donateurs dont les assos ont le plus besoin. Donc forcément, s'ils donnent déjà 4 assos,
et qu'ils le font à vie, ça va être dur de leur faire soutenir une cinquième. Un donateur de 18 ans, il en donne à aucune. Donc c'est plus simple, mais il reste moins longtemps. Donc en fait, c'est vraiment trouver le juste milieu entre tu trouves un maximum de gens, mais c'est trouver des gens dans des âges qui leur permettent de donner le plus longtemps possible, mais aussi quand même de temps en temps, un mec de 20 ans où tu sens qu'il est stable dans sa tête, qu'il a compris l'intérêt de l'assaut, le mec travaille, le mec a sa capacité économique, ou au pire le mec sait qu'il pourra dégager cette somme tous les mois. T'as quand même des donateurs, tu les fais signer à 18 ans, tu les re-rencontres 20 ans plus tard, ils donnent encore. Ils commencent à 10 € par mois à 18 ans, en fait à 40 ans, bah ils ont augmenté leurs revenus, maintenant ils sont à 25. Mais ça fait quand même 20 ans qu'ils donnent. Donc c'est vraiment donner sa chance à un maximum de gens, mais quand même avoir un petit peu de lucidité sur la réalité économique de quelqu'un. Tout simplement. Donc ces heures là, c'est les plus importantes, tu y vas à fond, tu lâches rien. Et pourquoi tu y vas à fond? Parce qu'à 19 h, la journée elle est finito. Et t'as pas de travail à faire quand tu rentres chez toi. Tu vides ton esprit, tu recommenceras le lendemain. Et chaque jour, ça recommence à zéro. Donc c'est pour ça, tu donnes tout, tu vas à fond, tu lâches toute ton énergie qui reste en réserve et tu trouves un maximum de donateurs qualitatifs. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce poste? Alors je pense que les difficultés, je pense que c'est peut-être le truc qui est le plus important dans ce métier. Je pense qu'en fait, ce métier, c'est simple. Je sais pas si vous avez vu le film sur Mars, c'est un film avec Matt Damon. En fait, il se retrouve dans une mission spatiale, il est totalement bloqué sur Mars. Parce qu'en fait, son équipe pensait qu'il était mort ou je sais pas quoi. En tout cas, il se retrouve tout seul sur Mars. Et maintenant, il doit réussir à survivre sur Mars tout seul et à contacter une équipe sur Terre pour arriver à lancer une mission de sauvetage sur Terre. Vous regardez le film, vous verrez s'il y arrive ou pas. Mais à un moment donné, il dit un truc qui est simple. Il dit, quand vous êtes perdu sur une planète hostile, vous devez régler une quantité de problèmes. Et si vous réglez suffisamment de problèmes, vous arrivez à rentrer sur Terre. C'est, je pense, la meilleure allégorie pour ce métier. Ce métier, c'est que tu vas régler une quantité de problèmes tout le temps, toutes les minutes, toutes les heures. Et si tu arrives à en régler suffisamment sans jamais décourager, sans jamais te décourager en persévérant, tu vas réussir à remplir ton objectif qui est de trouver le plus de donateurs possible. Donc la difficulté, c'est laquelle? C'est que premièrement, des fois, t'es pas de bonne humeur le matin et tu respires aucun charisme. Tu respires rien. Tu ne dégages que dalle. Et si tu dégages rien, bah la personne, faut savoir que tous les jours de sa vie, quasiment, dans les grandes villes, elle croise une association dans la rue, elle va se dire, non, j'ai pas envie, de toute façon, demain va y en avoir une autre, après-demain va y en avoir une autre, je donne à déjà je sais pas combien d'assauts, on me sollicite sur internet, donc si tu ne dégages aucune sympathie, rien du tout, elle va te dire, et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que t'es frustré de base parce que t'es pas de bonne humeur, mais vu que t'es pas de bonne humeur, personne te calcule, donc t'es encore moins de bonne humeur. Donc, soit tu es capable le matin d'arriver de te dire ma mauvaise humeur du matin, je la mets de côté parce que sinon ça marchera pas au travail. Soit tu vas emmagasiner énormément de frustration et là tu te dis à un moment donné, bon, j'ai mal démarré ma première heure, je suis en train de me frustrer pour rien, c'est fini topipo. Et là il faut avoir une espèce de capacité mentale quasi schizophrénique à mettre de côté tout ce qui est négatif pour te concentrer sur ce qu'il y a de meilleur en toi, en termes de positivité. Et ça, c'est la première difficulté et c'est presque la plus importante. Si tu es capable de gérer tes émotions et d'aller au max, de donner ce que tu peux, quoi qu'il arrive, déjà, normalement, il y a peu de chances que tu n'y arrives pas. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est que tu vas trouver des gens qui vont être intéressés par le travail de ton association. T'es de bonne humeur, t'es positif, etc. Mais ces gens-là, ils ont beau avoir toute la bonne volonté du monde, eux, financièrement, ils peuvent pas. Ils peuvent pas, c'est comme ça ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que s'ils pouvaient, ils le feraient, mais là, ils peuvent pas. Et tu dois essayer de comprendre que ces gens-là ont toutes les cases dans ta tête pour le faire. S'ils peuvent pas le faire, c'est leur décision au final. Et du coup, tu dois accepter, tu dois lâcher prise. C'est-à-dire que tu penses du début à la fin que le mec, il va le faire, au final, il le fait pas. Faut repartir sur la personne d'après, comme si c'était rien passé. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'en 2 heures, tu peux pas trouver de donateur, même si tu as mis tout ce qui était en œuvre pour le faire. Par contre, je vous le dis, si tu as mis tout ce qui était en œuvre pour le faire, ça n'arrive jamais, mais quasiment jamais, quand tu as de l'expérience que dans une journée, tu n'en trouves pas. Ok ? Moi, je vais vous dire un exemple concret. Moi, je trouve un certain nombre de donateurs tous les jours. J'ai calculé avec un pote que ça fait plus de 5 ans que j'ai pas fait une journée à 0. J'ai déjà fait des journées à 1. C'est de la merde, quand tu as de l'ancienneté. Mais une journée à 0, ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Mais pourquoi ça m'arrive pas? Parce qu'en fait, à un moment donné, moi j'ai un sursaut d'ego qui me dit, mais jamais de la vie je termine à 0. Je mets tout ce qui est en œuvre possible pour trouver la personne que ça va intéresser. Et après, quand des fois, tu as des journées où en fait, tu as de la chance, tu mets un discours qui est qualitatif, tu vas trouver un max de personnes, tu vas en faire signer 7, 6, 5, 8, 9, et même pour des personnes qui sont très talentueuses, ça a même arrivé des fois que des gens fassent entre 12 et 16 donateurs dans la journée. En général, les records ces dernières années, on va dire qu'ils sont entre 12 et 15. Il y a 20 ans, c'était autre chose, mais ces dernières années, vraiment, les personnes qui ont fait les meilleures journées, c'était entre 12 et 15. La journée d'après, ils ont fait 3-4. Mais ça fait qu'en moyenne, sur la fin de la mission, ils ont trouvé beaucoup de donateurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur
une tranche, tu peux ne pas trouver de donateur parce que t'as pas de chance. Sur 2 tranches, remets-toi en question. Sur 3 tranches, t'as fait de la merde. Sur 2 journées, faut se ressaisir vite. Et en fait, faut comprendre que tout va se jouer sur la semaine. C'est-à-dire que sur une semaine, on va dire une semaine qui est réussie. Pour un nouveau, ça va être entre 11 et 15 donateurs. Ce qui est déjà très honorable pour un nouveau. Pour un ancien, ça va être entre une bonne semaine, ça va commencer à peu près à 15 donateurs minimum. Une très bonne semaine, c'est quand tu dépasses les 20 donateurs. Tu fais une journée à 1. Si le lendemain tu fais 6, ça fait 7. T'es dans les clous. La journée d'après tu fais 3, t'es à 10. La journée d'après tu fais 3, t'es à 16. Enfin t'es à 13. La journée d'après tu fais 4, t'es à 17. Bonne semaine pour un nouveau 11-15. Bonne semaine pour un ancien 16-20. Très bonne semaine 20 et plus. Donc là t'es à 17. T'es dans les critères de bonne semaine. T'as fait ton travail malgré le fait que tu sois loupé le premier jour. Donc c'est garder cette constance, cette implication sur le long terme et de savoir se séparer du négatif. Donc ça c'est important. Troisième chose, quand t'as fait une journée monstrueuse, parce que ça arrive, parce que t'es de bonne humeur, parce que t'as trouvé les personnes qui sont capables de donner, etc., que t'as fait une journée à 7, tout ce que t'as fait la veille ça compte plus. Parce que si tu fais 7 hier, que tu fais 0 aujourd'hui, ça fait une moyenne de 3,5. Tu refais 0, bah t'es censé faire 15 par semaine, c'est-à-dire 3 par jour, t'as fait 7, 0, 0, t'es à 7, donc t'es en dessous de tes critères. Donc en fait t'as beau avoir fait 7, ça fera pas ta semaine. Et ta mission elle dure 5 semaines, t'as fait 7, sur une mission de 5 semaines faire 7 c'est de la merde. Il faut faire, pour faire une bonne mission, du coup vous avez compris, 15 par semaine on va dire, 15 x 2 ça fait 30, 30 x 2 ça fait 70, 70 du coup ouais, oui non 60 pardon, 60 plus 15 ça fait 75, donc si t'as fait 7 par rapport à 75 c'est même pas 10% de ta mission. Tu vois ce que je veux dire, t'as fait une journée exceptionnelle, t'es même pas à 10% de ce que tu vas faire sur 5 semaines. Donc tu recommences, chaque jour, tu continues, t'abandonnes pas, tu persévères, et si tu mets en œuvre ce qui est nécessaire, et qu'en plus t'as de base une aisance sociale, mais ça tu peux l'apprendre avec le temps, tu feras une bonne mission. Et ça c'est hyper important d'avoir cette pugnacité, cette persévérance, c'est vraiment cette opiniâtreté sur le long terme, et vraiment d'avoir cette envie profonde de trouver les personnes qui ont envie de le faire. Il y a une métaphore qu'on utilise souvent dans ce métier, c'est que tu n'es pas un alchimiste. Un alchimiste, on lui donne du plomb, ok ? Et ce plomb, par de la magie, par un procédé impossible, parce que moi je crois pas à l'alchimie, peut-être qu'il y a des gens qui croient, mais par un procédé complètement magique, complètement artificiel, il va transformer du plomb en or. Ton métier à toi en tant que recruteur donateur, c'est pas possible. C'est-à-dire que toi, on te donne du plomb, tu t'en feras jamais de l'or. Faut arriver à trouver dans la rue, tamiser la rue toute la journée, aller voir le plus de personnes possible jusqu'à ce que tu arrives à trouver des pépites d'or. Et c'est ces gens-là qui ont la capacité de le faire, qui ont l'envie de le faire et qui vont le faire avec toi. Et si tu t'amuses suffisamment avec plein de bonne volonté, beaucoup d'énergie, tu fais ton métier comme il faut, tu les trouves toujours. Pourquoi on sait que tu les trouves toujours ? C'est mathématique. Ce métier, il existe en rue depuis 20 ans. On a des moyennes nationales, annuelles, depuis 20 ans sur plus de 45 000 personnes qui ont fait ce métier. Pour vous donner un ordre de grandeur, je pense que ça vous paraît pas, mais il y a plus d'1 milliard d'euros en France qui ont été levés avec la collecte de fonds en rue depuis 20 ans. C'est que ça marche, c'est qu'il y a des gens qui le font malgré tout. Et on sait statistiquement ce qui est vraiment possible. Et en fait, en plus, le métier de quelqu'un, enfin le métier de quelqu'un qui va te recruter, qui va te former, c'est de déceler en toi par expérience si il pense que tu as ce qu'il faut pour y arriver. Donc maintenant, c'est à toi de le faire confiance, d'accepter d'être formé par quelqu'un qui connaît ce métier depuis beaucoup plus longtemps que toi et de faire confiance à la réalité du terrain qu'on sait mathématiquement. Même c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en gros, les gens qui font les études statistiques de terrain, ils vont comparer les résultats en fonction des pays, des mêmes niveaux de développement. Parce que ce métier, il existe en Angleterre, il existe aux États-Unis, il existe en Australie, il existe dans beaucoup de pays, il existe en Pologne. Moi, j'ai habité un peu en Pologne avec quelques amis, j'ai rencontré des recruteurs de donateurs en Pologne. En fonction de l'indice économique des pays, ça existe en Suisse aussi, au Canada, on sait à peu près combien les gens peuvent donner sur une moyenne, combien tu vas trouver de personnes statistiquement. Donc en gros, quand on trouve 2 par jour et que ça fait déjà 6 mois que tu fais ce métier, on le sait mathématiquement que tu es en dessous des moyennes de base. Donc en fait, on sait que soit t'as beau mettre toute ta bonne volonté que tu veux, t'es pas totalement fait pour ce métier, ou qu'il te faut plus de temps de progression que d'autres, mais si tu es persévérant, tu vas finir par progresser, tu vas finir par y arriver, ou plus de chance, tu mets pas les efforts nécessaires depuis 6 mois pour arriver à être dans les clous. On te demande pas d'être un génie, on te demande pas de super former. Si jamais tu es dans les clous, c'est parfait. Si tous les employés sont dans les clous, l'association, elle s'en fout. En fait, tu peux avoir un mec qui trouve 150 donateurs à la mission, vous êtes 10 à travailler. Il fait pas toute la mission tout seul. Une bonne mission, c'est 700 donateurs. Il en a fait 150 sur 700, c'est pas grave. L'association, elle préfère avoir 10 personnes sérieuses qui font chacun ce qu'ils ont à faire parce qu'en équipe, tu trouves beaucoup de donateurs. Moi, je vais vous dire un exemple concret. J'ai fait, je pense, on avait calculé avec des amis, j'ai fait, je pense, 40 missions. Ok, on va dire que j'ai une moyenne de 80 donateurs par mission. Ok, 80 x 10, ça fait 800. 800 x 2, ça fait 1600. Ok, donc on est à peu près à 3200 donateurs. Ok,
3200 donateurs, ça peut vous paraître beaucoup. Sauf qu'en fait, les associations, une bonne association, elle tourne à 30 000, 40 000 donateurs réguliers. Moi, sur mes 3200 donateurs, il y en a peut-être que la moitié qui sont restés sur le long terme. C'est-à-dire que moi, tout seul, je trouve 16 000 € par mois pour une asso. Depuis que j'ai commencé en 7 ans de travail. Ça peut vous paraître beaucoup. Mais finalement, on fait pas grand-chose avec 16 000 €. Par contre, j'ai bossé avec beaucoup d'équipes, j'ai dû bosser avec plus de 150-200 personnes qui ont fait le même métier que moi. Si je calcule ensemble ce qu'on a fait, là, on fait des vrais programmes. Donc en gros, c'est des gouttes d'eau qui additionnées les unes avec les autres font au final un grand ruisseau, un grand océan qui permet de faire des choses pour les associations. Mais chaque goutte d'eau, donc c'est vous, c'est ça votre mission, c'est de faire en sorte que cette goutte d'eau fasse son travail nécessaire pour ensuite emmener le mouvement de l'association. Donc c'est pour ça que le travail en équipe est très important. Mais la réussite, c'est comme le vélo. Le vélo, c'est le seul sport individuel qui se gagne en équipe. Mais si chaque coureur fait pas son travail, l'équipe ne gagne pas. Donc ta responsabilité, c'est de faire le max pour faire en sorte ensuite de travailler avec des gens qui sont dans la même vision que toi, qui vont ensuite ensemble faire des résultats qu'individuellement tu peux même pas estimer. Et c'est ça le but de ce métier, c'est ça les difficultés. C'est vraiment continuer à avancer, faire ce qu'il faut, ne pas se comparer aux autres et être le plus positif possible parce qu'en fait si toi t'es négatif, tu mets les négatifs les gens de ton équipe. Donc c'est pour ça que vraiment cette capacité émotionnelle de persévérance, je pense que c'est ça la principale difficulté. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages du métier sont les suivants. C'est un métier, quand tu sais le faire, tu as énormément de demandes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de recherche de gens qui savent faire ce métier que de gens qui savent le faire. Donc en gros, si tu prends un truc d'économie, l'offre et la demande elle est en ta faveur. C'est-à-dire que tu travailles où tu veux, quand tu veux, à n'importe quel moment. C'est des contrats qui durent 5 semaines. Si t'es bon, tu les renouvelles à l'infini. C'est-à-dire que moi, par exemple, à un moment donné, je l'ai fait 1 an et demi de suite, sans interruption. Peut-être une semaine ou deux, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment sans interruption. C'est-à-dire que pas plus d'interruption que quelqu'un qui est en CDI et qui a ses 5 semaines de congés payés à l'année. C'est ça l'avantage, et j'ai pu le faire à Lille, où j'ai rencontré la personne qui m'interviewe. J'ai pu le faire à Paris, j'ai pu le faire à Bordeaux, à Marseille, à Brest. J'ai pu le faire dans une trentaine de villes différentes. J'ai la possibilité de le faire en Guadeloupe, en Martinique, en Belgique. J'ai la possibilité de le faire en Suisse. Et si à un moment donné je développe mon anglais suffisamment bien, j'aurai la possibilité de le faire en Australie, en Angleterre, etc. Mais rien que si on reste sur la francophonie, la Suisse, le Canada, les dom-toms, l'intégralité de la France, parce que du coup tu as des missions dans des grandes villes qui sont des missions fixes, c'est-à-dire que tu vas rester 5 semaines à Paris, mais tu as aussi des missions itinérantes. Les missions itinérantes, c'est quoi? On te confie une région. Alors on te confie, toi tu fais rien, c'est-à-dire qu'on t'emmène tous les jours sur une ville, donc des petites villes, ça peut être Arras, ça peut être machin, des petites villes de campagne même, et chaque jour tu changes de ville, et ça t'es amené en voiture pour y aller. En fait tu peux t'amener à travailler dans l'intégralité de la France, et moi j'ai des collègues, à moi, qui connaissaient pas la France du tout et qui ont découvert la France, qui ont même eu la possibilité de découvrir la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane. C'est ça je pense que l'avantage de ce métier, c'est la liberté. Deuxième avantage, toujours en lien avec la liberté, tu ne travailles pas dans un bureau, et tu n'as pas une hiérarchie qui te surveille. Alors, ça a un côté positif et un côté négatif. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas la liberté, dans le sens où tu as besoin qu'on te guide, qu'on te tienne par la main pour faire ton travail, ce qui n'est pas grave en soi, mais tu as des gens, c'est comme ça. C'est des gens très scolaires, notamment des gens qui étaient bons à l'école parce qu'on les a très bien guidés. Tu vas avoir du mal parce que c'est un métier où on va attendre beaucoup de prise d'initiative de ta part. C'est-à-dire que c'est à toi d'aller voir les gens. C'est à toi d'améliorer. Enfin, on te donne du discours, on te donne des pistes, etc. Mais c'est à toi de faire ce qu'il faut pour améliorer ton discours. C'est à toi de pas lâcher l'affaire. Ton responsable d'équipe, il va t'épauler, mais si t'es pas épaulable, il va rien faire pour toi. Je sais pas si vous connaissez la métaphore de l'aigle et du pigeon. Un aigle, tu le lances une fois, il vole à 2000 mètres au-dessus du vide. Un pigeon, tu le lances des centaines de fois. Un poulet, c'est plutôt ça, un poulet. Tu le lances des centaines de fois, il fait 10 mètres et puis il s'écrase. Donc c'est vraiment à toi d'aller chercher au fond de toi les ressources nécessaires. Par contre, si t'as ça, tu travailles quand tu veux, où tu veux, n'importe quand, n'importe où. Tu peux arrêter pendant 1 an. Si les gens savent que tu bosses bien, tu les appelles le lundi, le mardi tu peux être embauché. Mais c'est très rapide. Moi ça a même été des trucs en mode, la mission elle dure 5 semaines, je leur dis moi les gars, j'aimerais bien faire une mission 3 semaines parce que j'ai ça à faire après. Ils me disent oui, pas de soucis. J'ai un pote à moi qui était rappeur à Lille, il bossait, du coup il avait ses intermittents, ses cachets, etc. Il y arrivait pas forcément toujours, il bossait 2 jours par semaine. Pourquoi il bossait 2 jours par semaine? Parce que quand il bossait, il faisait ses 5. Et en fait, on savait qu'il bossait bien, on savait que le mec était cool, sympa, positif. Après, quand c'est caché, ça marchait plus. Il a dit est-ce que je peux passer en 5 jours semaine? Ils ont dit oui, pas de soucis. Après, il a dit est-ce que je peux passer en 3 jours? Parce que là, ça commence à remarcher un peu. Il a dit à la fin est-ce que je peux rester en 1 jour par semaine? Ils ont dit oui, pas de soucis. Mais ça, c'est possible, cette liberté, que dans la possibilité où tu fais ce qu'il faut et que tu as un rapport de confiance avec l'entreprise. L'autre avantage, c'est que si tu es quelqu'un d'extraverti, c'est-à-dire que tu as un plaisir à rencontrer des gens, c'est quand même le métier qui te demande à parler à peu près à 400, 500, 600, 700 personnes par jour. C'est un métier où tu te fais des potes. Tu peux même rencontrer des personnes avec qui tu peux nouer des relations.
Alors le but c'est pas de le faire, c'est pas de draguer toute la journée, mais c'est des choses qui arrivent. T'as des collègues qui en général sont extravertis comme toi. Tes collègues en général c'est souvent des artistes, c'est souvent des gens qui voyagent beaucoup, c'est souvent des gens qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien discuter, qui aiment bien parler, des acteurs, des machins, des trucs comme ça, des gens qui font du théâtre. Donc en fait tu as la chance de bosser avec des gens, surtout ceux qui le font pendant longtemps, qui sont positifs, sympas, drôles, tchatcheurs. Enfin c'est des trucs en vrai, en plus tu vis une expérience qui est assez particulière. Tu peux être amené à partir 5 semaines avec une équipe en Guadeloupe. En fait, c'est une colonie de vacances pour adultes de gens qui vont quand même aller chercher des thunes dans la rue. Donc tu vas vivre des expériences de vie qui sont très positives, mais qui sont très énergivores. Si tu as des grosses réserves d'énergie en toi, c'est magnifique. C'est ça les avantages. Du coup, les pendants, les inconvénients, c'est que tu as besoin d'être guidé, c'est pas fait pour toi. Tu as du mal avec le contact humain ça te pèse et c'est lourd pour toi. Ça arrive, tu as des gens qui sont très introvertis, c'est-à-dire qu'ils discutent avec trop de personnes dans la journée, ça leur a pris toute leur énergie. Ça peut être difficile pour toi sur le long terme. T'abandonnes assez vite quand on te dit non. Ça arrive, t'as des gens qui sont très persévérants pour apprendre des cours, etc. Mais tu leur dis non. Genre juste non. Ils ont l'impression d'être rejetés entièrement. Ça a une souffrance qu'ils n'arrivent pas à digérer. Il y a peu de chances que ça fait pour toi. Tu t'en bats un peu trop les couilles des associations. Alors, il y a des gens pour qui c'est pas une passion extrême. Mais faut quand même s'y intéresser un minimum. Parce que si t'es pas pertinent dans ce que tu dis, toi tu t'en fous, mais la personne qui va donner sa thune, son RIB dans la rue, elle s'en fout pas. Donc si toi tu t'en fous trop et que t'es trop branleur sur l'association, tu vas trouver des jeunes qui vont le faire 2 mois, 3 mois, 6 mois parce que vous avez un moment sympathique, mais tu trouveras pas les donateurs impliqués qui vont le faire longtemps. Donc si t'es un peu trop branleur, ça peut se ressentir. Donc même si c'est pas ta passion l'association, t'as un professionnalisme nécessaire à avoir de maîtriser le discours associatif, le vrai travail de l'association pour le présenter au mieux. Donc il y a aussi une implication personnelle, c'est-à-dire que l'association elle va te donner un script, elle te fait une formation qui dure une journée. C'est très court, c'est à toi de regarder le site de l'asso, c'est à toi de te renseigner, c'est à toi en fait de t'impliquer suffisamment. Mais après, une fois que tu connais l'association, tu peux le connaître à vie. Il faut réactualiser un peu de temps en temps, mais tu as quand même ce souci de savoir ce que tu vas dire. L'autre avantage, c'est que la rémunération, elle est très intéressante pour un métier qui ne demande pas de diplôme, et surtout que c'est une rémunération qui est extrêmement méritocratique. Je pense que tu me parleras plus tard de la rémunération, mais je vais juste vous dire ça pour l'instant. La rémunération ne dépend pas de ton niveau d'études, ne dépend pas de ton sexe, ne dépend pas de ton orientation sexuelle, elle ne dépend pas de ta couleur de peau, elle ne dépend pas de... C'est quoi encore les critères de discrimination? Elle ne dépend pas de si tu as été pauvre ou riche à la base, elle ne dépend pas de ta gueule. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un piercing là, tu as un tatouage là, tu es un Jean-François, c'est-à-dire que tu as un petit brushing le matin, tu as une petite chemise, etc. Ou tu es une grosse Kaira dans ta manière d'être, c'est-à-dire que tu es en jogos, etc. Tu parles un peu mal, etc. Mais on voit dans tes yeux que tu as envie d'y arriver, tu vas trouver les personnes nécessaires. Je prends un autre exemple. Tu peux... moi, j'ai bossé avec des mecs. Ils ont appris le français 6 mois avant. Mais les mecs étaient présents. C'est-à-dire que les mecs, vraiment, ils avaient envie d'y arriver. Ils ont réussi. Et en fait, il y a peu de métiers où tu vas être amené à rencontrer une diversité de profils au départ. On va pas se mentir, globalement, c'est plutôt des gens qui sont entre 20 et 30 ans qui font ce métier. Mais j'ai bossé avec des gens qui ont plus de 50 ans. Et il faut savoir que la personne qui a plus de 50 ans, c'est pas parce qu'elle a plus de 50 ans qu'elle va être mieux payée que toi. Là, à l'inverse, c'est pas parce que toi, tu as 18 ans tu vas être moins bien payé que quelqu'un qui en a 25. Ce qui va dépendre de ta paye, ça va être vraiment ta capacité à t'impliquer dans ce travail et d'évoluer dedans. Et les rémunérations, on en parlera un peu plus tard, peuvent être très intéressantes pour un métier que je rappelle qui n'est qu'en 35 heures semaine. C'est-à-dire que tu as des gens qui gagnent beaucoup plus leur vie que ça, mais ils sont souvent cadres, ils sont rarement 35 heures, et puis ils ont en plus de ça quand ils rentrent à la maison, quand tu es cadre, tu as un stress du travail que tu dois faire après. C'est-à-dire que même si tu as fini ton travail, tu as peur des résultats. Là, tu as ta journée. T'as fait ce qu'il fallait, t'as trouvé tes donateurs. Fin. Mais fin. Mais vraiment, c'est fini. C'est-à-dire que t'as fait ce que t'avais à faire, t'as fait ton job, tu rentres à 19h, fini. Quels sont les inconvénients de ce métier? Alors, je suis très content qu'on ait parlé des avantages juste avant. Parce que maintenant, on va parler des inconvénients et je pense qu'il y en a 15 fois plus. Alors, les inconvénients, on va y aller peut-être du plus trivial au plus compliqué. Il va pas y avoir forcément de hiérarchie. Je vais les énumérer comme ça vient. Le premier élément qui vient souvent, c'est les conditions climatiques. Ça veut dire qu'en fait, c'est un métier que tu peux faire à l'année. Ce qui veut dire qu'en plus, nous, on vit dans un pays où il y a une alternance des saisons. C'est-à-dire que tu vas le faire aussi bien en plein été à 35 degrés, voire 40 comme les canicules qu'on a eues, comme tu peux le faire en plein hiver à moins 5 degrés. En plus, tu peux être amené, alors tu choisis les villes dans lesquelles tu travailles, mais si tu fais comme moi, que tu travailles dans toute la France, tu vas travailler dans le Grand Nord, tu vas travailler dans le Grand Sud. Ce qui veut dire que quand tu es en moins 5 degrés l'hiver dans le Nord, en général, la spécificité du Nord, c'est qu'il n'y a pas que le froid. T'as le vent, t'as la grêle, t'as la pluie. Et en fait, quand t'as la pluie, t'as un manteau chaud, ok. T'as des bottes t'as des chaussures un peu chaudes, t'as des chaussettes, t'as tout ce qu'il faut, ok. Mais t'es quand même sous la pluie avec un petit parapluie comme ça.
en plein hiver à moins 5 degrés, et tu dois arrêter des gens qui, eux, ont pas envie de rester dans la rue pour t'écouter. Et en fait, ça, c'est une difficulté. Le climat, quand tu le fais à l'année, mon pote, il faut s'accrocher. Par contre, si tu es motivé, je te dirais pas que tu ressens plus le climat. Je te dirais que ça l'atténue un peu. Mais au bout d'un moment, tu vas quand même prendre un certain plaisir. Moi, j'ai appris à prendre plaisir à travailler dans la rue l'hiver. Je suis né en Martinique, ça se voit pas spécialement. Moi, toute ma jeunesse, ça a été des températures entre 27 et 30 degrés. À 26 degrés, on met un sweatshirt pour aller à l'école parce qu'on a un peu froid. Je vais pas te mentir que quand on m'a dit que je vais aller travailler à moins 5 degrés à Lille en plein hiver, il y avait du vent, de la neige, j'étais là, allez vous faire enculer. Mais j'ai quand même fait, finalement ça m'a appris à travailler dehors l'hiver et ça t'apprend ces choses là. Deuxième inconvénient, c'est que les gens te disent non. Parce que contrairement, alors je pense que vous en doutez, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont mauvais dans ce métier que de gens qui sont bons dans ce métier. C'est-à-dire qu'en fait les gens, non seulement ils sont sursollicités, mais ils sont sollicités par des personnes qui vont être culpabilisantes. Ils sont sollicités par des personnes qui vont être pas forcément des plus agréables tout le temps. Ils vont être sollicités par des personnes qui vont pas présenter le mieux possible le travail de l'association. Et en fait les gens sont très sollicités. Ils sont sollicités par des personnes qui en plus donnent une mauvaise image de ce métier. Et donc ça fait que tu as beaucoup de personnes qui vont pas forcément avoir très envie de discuter avec toi de base. Tu vas avoir beaucoup de refus, tu vas avoir beaucoup de non, tu vas avoir beaucoup de gens où tu dis putain mais il a le temps, c'est-à-dire que la personne elle va dire non excusez-moi j'ai pas le temps, tu la croises 5 minutes après avec une gaufre dans les mains en train de discuter avec ses 5 potes et tu dois pas juger. C'est-à-dire que la personne en fait quand elle te dit j'ai pas le temps, tu sais que c'est un mensonge mais ça veut dire j'ai pas envie de discuter avec toi. Et c'est comme ça, tu dois l'accepter. Les troisième difficulté c'est qu'en fait si t'aimes la stabilité, t'en as pas. Pourquoi ? Parce que c'est des contrats de 5 semaines. Chaque contrat, il y a une période d'essai d'une semaine. Et, alors, on va te le dire. Moi, je te le dis en tout cas très honnêtement. La seule raison qui fait que tu persévères dans ce métier, que tu as un contrat et que tu as des contrats avec le long terme, c'est simple, tes résultats. Plus le fait que tu sois agréable au travail. Mais tu n'as pas les résultats sur le long terme. Je vais pas te mentir, il y a très peu de chances que tu arrives à continuer. Donc, si tu es quelqu'un qui n'est pas entièrement fait pour ce métier, et ben en fait, tu vas te trouver dans une vraie précarité de travail. C'est-à-dire que tu vas avoir un contrat de temps en temps, tu ne pourras pas enchaîner, c'est des contrats courts, tu ne gagnes pas ta vie, en plus c'est des CDD donc c'est plus dur de trouver un crédit si tu veux fonder une famille, c'est même assez dur de trouver un loyer, parce que la majorité des propriétaires aujourd'hui ils veulent des CDI pour être locataires, sauf si tu as des garants etc, ça c'est une autre histoire, donc tu as une vraie précarité à l'embauche et ça se passe mal avec ton responsable d'équipe, vous avez une mauvaise relation, tu n'as pas de protection du travail, dans le sens où à la fin des 5 semaines il t'aime pas, ça s'est mal passé, tu n'as pas fait le travail. Il appelle le patron dessus, il dit le contrat d'après on lui fait pas. Et légalement tu peux rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prud'homme, il n'y a pas quoi. T'es à la fin de ton contrat, c'est un CDD, c'est pas un CDI. Les CDI dans ce métier ça doit représenter 5% des gens qui font ce métier. 95% des gens sont en CDD. Donc t'as une insécurité du travail. T'as une précarité. Quatrième chose, c'est un métier qui n'est pas connu du grand public. Donc quand tu parles de ce métier à des gens, la majorité des gens, tes proches, tes potes, etc., ils savent pas que c'est un métier. Ils pensent que c'est une sorte d'activité loisir. Et en fait, t'es pas très pris au sérieux quand tu fais ça. Mais c'est le même cas pour les musiciens qui débutent, c'est le même cas pour les artistes. Donc t'as pas une vraie reconnaissance sociale de ce métier. En plus, on pense que c'est un métier un peu de con, que c'est un métier qui est un peu de jeune, tu sais, qui... Ouais, bon, il a hésité cet été, il voulait être animateur de colo, ou il voulait faire ça pour dépanner, voilà, genre... Peut-être la semaine d'après, il va jongler dans la rue, et puis après, il va faire un vrai truc, c'est-à-dire qu'il va reprendre sa fac de droit, et puis il va faire un vrai métier. Il y a des mecs qui font ce métier depuis 30 ans. Hein. Mais t'es pas un truc où t'es pas avocat, t'es pas médecin, t'es pas... Les gens, ça claque pas dans leur tête. Genre, ouais, je suis connard dans la rue qui t'aborde pour des assos. Ah, je suis chirurgien. Tu vois, t'as un peu plus de statut social quand t'es chirurgien. Même si pour moi, c'est des métiers qui sont tout aussi nobles les uns que les autres. C'est très important les médecins, c'est très important les professeurs. Mais t'as pas ce côté où t'as vraiment une. Les gens t'aiment pas. Enfin, c'est pas que les gens t'aiment pas, mais les gens trouvent que c'est un peu ridicule ce que tu fais. Les autres inconvénients, c'est que c'est un métier, comme je l'ai dit, tout recommence tous les jours. T'as pu être bon pendant 2 ans. À un moment donné, t'as emmagasiné trop de frustration, tu t'en es pas rendu compte. Tu penses que t'es solide, et en fait, au bout d'un moment, t'y arrives plus. Et donc, soit tu prends une très grande pause et tu reviens plus fort, soit t'es pas capable de revenir. Et en fait, tu peux arriver à un moment donné où t'as un ras-le-bol intégral de ce métier, et tu ne peux plus le faire. Parce que tu y allais trop fort, t'as été en burn-out, t'as été en machin, et tu t'en es dégoûté. Et t'as plus envie. T'as trop parlé à des gens, on t'a trop dit non, t'as plus les reins assez solides pour continuer, mais c'est même pas le cas pour les commerciaux qui ont fait du porte-à-porte, etc. Tu ne peux plus. Et t'as beaucoup de gens, c'est pour ça qu'en fait le turnover moyen il est de 3 mois, mais que c'est rare que des gens le fassent plus de 2 ans. Statistiquement, la majorité des gens vont le faire 3 mois. Allez, un peu plus vont le faire 6 mois, 1 an max, mais plus d'1 an, plus de 2 ans, t'es déjà un dinosaure. C'est un métier où quand tu l'as fait plus de 3 mois, t'es considéré comme un ancien.
t'es pas considéré comme un expérimenté, t'es un ancien. C'est-à-dire que t'es le mec avec une canne. Enfin, c'est vraiment pour la tête des gens, c'est ça qu'on. Donc c'est un métier qui est où c'est difficile de se projeter sur le long terme. Sauf si t'es bon. Sauf si t'es très bon et que t'as une envie profonde d'aller voir les gens. Mais ça, entre guillemets, malheureusement, ça s'apprend. Mais t'es quand même souvent déterminé à la base pour avoir ça. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de gens qui ont des profils quand même, quand tu regardes, ils ont des gueules qui sont très différentes les unes des autres. Ils viennent de tous les milieux sociaux possibles qui font ce métier, mais ils ont quand même des fonds de personnalité qui sont très communs sur pas mal d'aspects. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas... Après, moi je connais des gens, tu te dis qu'ils n'étaient pas faits pour ce métier, mais c'était tellement persévérant qu'ils ont appris à aimer, et ils ont quand même réussi. Mais ils sont très persévérants. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux pas arriver dans ce métier en ayant zéro qualité. Si t'as pas de qualité pour ça, à un moment donné, tu vas te faire balayer. Et même si tu as toutes les qualités a priori pour le faire, mais qu'au final, ta persévérance, elle est pas aussi forte que ce que tu croyais sur 2 ans, tu vas pas persévérer. Donc ça, c'est quand même un très gros inconvénient, c'est que c'est quand même un métier de dépannage pour beaucoup de gens et que c'est peu une carrière professionnelle à envisager sur le long terme. Surtout si tu n'évolues pas. Donc ça, quand même, pour moi, c'est quand même un très gros inconvénient qui peut décourager les gens. Un autre inconvénient, c'est que tu peux... avoir du mal à travailler tout le temps pour des assos qui te plaisent. C'est-à-dire que si t'es pas mobile, c'est-à-dire que si t'as ta femme, t'as tes gosses que dans une ville, si t'habites pas à Paris, en dehors de Paris, il n'y a aucune autre ville où tu peux faire ça. Si t'habites pas à Paris et que t'as envie de bosser tout le temps, tu bosses pas toujours pour des assos qui te plaisent. Parce qu'il n'y a que à Paris où t'as suffisamment d'assos différentes dans les rues tous les jours pour sélectionner que des assos qui te plaisent. Si tu veux bosser pour des assos qui te plaisent et que t'habites pas à Paris, il faut que t'acceptes de bouger. Et si t'as un gosse, que t'as une femme, etc., t'as pas envie de bouger. Donc ça, c'est un énorme inconvénient. Autre inconvénient, c'est que t'es payé quand tu travailles, et quand tu travailles pas, t'es pas payé. Et vu que c'est un métier précaire, en fait, tu peux te retrouver à bien gagner ta vie pendant 6 mois et rien pendant 6 mois. Troisième, ouais, c'est après, je pense que j'ai fait un peu le tour, tu vois, les inconvénients. Les autres inconvénients, c'est que... ah oui, alors ça arrive pas souvent. 95% des gens t'envoient chier, mais 95% des gens sont gentils. Et de temps en temps, t'as quand même un connard. Sauf que vu que tu rencontres 700 personnes par jour, un connard sur 700, c'est pas énorme. Mais c'est un gros connard. Et c'est un gros connard par jour. Et ça, sur le long terme, ça peut te saouler. Et par contre, tu dois pas l'insulter, tu dois pas t'énerver, tu dois pas machin parce que tu représentes l'assaut. Donc ça, c'est quand même un truc où tu vas être amené à rencontrer l'intégralité de la population dans ce qu'elle a de bien et dans ce qu'elle a de pas bien. C'est-à-dire que tu vas voir les gens les plus généreux du monde, les plus gentils du monde, des personnes qui vont te toucher. Et en même temps, tu vas avoir des personnes... T'es vraiment la bête noire que t'as pas envie de rencontrer. Je te prends un exemple concret. T'es gay, tu rencontres forcément plusieurs homophobes dans la journée. T'es noir, tu rencontres plusieurs racistes. T'es un petit bourge. Alors moi, ça se voit pas parce que là, j'ai fait une coupe qui est un peu ratée, mais moi, de base, j'ai une tête vraiment de petit bourge et je m'appelle Jean-Eudes. Tu vas rencontrer le mec, vraiment, il déteste les petits bourges. C'est sa haine. Le Jean-Eudes, avec une petite raie au milieu, etc., bien habillé, un peu poli, il le déteste. Il te déteste toi dans l'entièreté de ce que t'es. C'est-à-dire que t'as pas ouvert la bouche, il t'aime pas. Et il te parle. Et tu dois pas... Enfin, tu dois faire en sorte qu'il s'en aille, mais sans le vexer. Et ça, tous les jours, t'en rencontres un ou deux, forcément. T'es une fille, donc là, c'est encore pire. T'es une fille, t'as tous les connards, parce que je sais pas pourquoi, quand t'es un mec et que t'es un peu baraque et que t'es un peu strong, etc., les connards, ils ont un peu peur. Je vais pas te mentir. Ce que c'est que moi, j'ai bossé avec un pote à moi, il fait 1m85, le mec est bien stock, t'as pas envie de l'emmerder, les connards, ils lui parlent, mais tranquillou. T'es une petite meuf, tu fais 1m60, t'es en plus mignonne. Alors, t'as tous les connards qui vont te parler, t'as tous les mecs très paternalistes qui vont te mépriser, etc., qui vont t'envoyer chier. T'as tous les mecs qui vont dire ta maman elle sait que tu fais le trottoir. Ils vont te faire des vannes pour te ramener à comme quoi t'es une pute toute la journée. T'as tous les mecs qui vont te faire croire qu'ils vont te faire un bulletin de soutien, mais en fait ils veulent ton numéro, ils vont te draguer. Donc t'as une fille, t'as cette difficulté là en plus. Et ça, je vais pas te mentir, en tant qu'homme, même si t'es pas grand, même si t'es pas fort, même si t'es pas truc ça, les gens sont moins des enculés avec toi. Par contre, t'es une fille, t'as du charisme, tu remets même quand t'es une fille et que t'as du charisme et que tu remets en place les gens, au bout d'un moment, ça peut être trop lourd de te faire autant draguer, autant insulter, autant machin. Donc, c'est une difficulté supplémentaire pour les filles. Ça, franchement, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Je me rendais pas compte à quel point. Moi, j'ai bossé avec des collègues, tous les jours, elles se sont fait traiter de pute au moins 2 fois dans la journée. Tu vois, c'est pas de temps en temps, c'est tous les jours de leur journée. Elles ont des blagues sexistes, elles ont des blagues qui sont virulentes par le fait qu'elles soient des femmes. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont très impactants. Surtout qu'en plus, en général, quand tu bosses pour une asso, c'est que tu as un minimum de valeur associative et un peu d'empathie pour les gens. Donc, non seulement tu es vexé en tant que femme,
Mais ça t'énerve de fréquenter des gens comme ça. C'est une double vexation presque. Tu te dis putain, mais le combat est quand même pas achevé quoi. Et ça, c'est une difficulté qui peut être très forte. Dernière difficulté qui est un peu en lien, qui est pas exactement en lien avec ça, mais qui ressemble un peu à ça, c'est que toi, tu bosses pour une association de lutte contre le sida. Ça te paraît important, tu trouves ça grave. T'as peut-être un pote à toi qui est mort du sida. Même si c'est pas le gars, t'as peut-être vu un film, tu connais des gens, tu trouves que c'est grave. Tu vas rencontrer des gens dans la rue qui vont pour eux, non seulement c'est pas grave, mais en plus les séropositifs, c'est leur faute. T'es séropositif parce que t'es noir. Alors, t'es séropositif parce que t'es homosexuel. T'es séropositif parce que t'es un drogué. T'es séropositif parce que truc. T'as des gens pour plein de raisons qui peuvent être religieuses ou pas, ils vont considérer que c'est leur problème et que non. Dans la vraie vie, tu leur parles pas. Mais là, tu leur parles. Et ça, c'est un truc quand même où tu vas être... C'est très lourd au quotidien. Donc, globalement, je pense que j'ai fait le tour des difficultés les plus importantes. Et je pense que c'est déjà suffisant pour en dégoûter pas mal. Mais, si t'as pas été dégoûté par rapport à toutes ces difficultés, c'est un métier qui est fait pour toi. Quel est votre plus beau souvenir? Honnêtement, je sais pas, parce que c'est un métier que j'ai exercé longtemps et que c'est un métier qui est très, comme vous vous en rendez compte dans l'interview, c'est que c'est un métier qui est très impliquant, qui va te mettre très bas quand tu n'y arrives pas, qui va te mettre très haut quand tu y arrives, qui va te faire rencontrer beaucoup de gens. Donc c'est un métier où tu vis une quantité d'émotions qui sont très chargées sur ne serait-ce que 5 semaines. C'est-à-dire que c'est un truc qui est très impressionnant et je pense que les gens qui ont été animateurs de colo, ils l'ont déjà vu, ils ont déjà vécu ça. C'est-à-dire que tu vas bosser avec des gens que tu connais pas le lundi. En colo, c'est encore pire parce que c'est 2 semaines, mais nous, c'est 5 semaines. À la fin des 5 semaines, t'as l'impression que c'est passé en une demi-seconde, mais t'as l'impression que ça fait 15 ans que tu connais les gens. Et ça, en fait, il y a une raison. Je me suis renseigné un peu, en fait, c'est que c'est une raison qui est faite par rapport à la formation de ton cerveau. Contrairement à ce qu'on pense, le cerveau, il n'est pas autant chronologique que ce qu'on croit. Le cerveau humain, c'est pas parce que tu as passé 10 ans avec une personne que tu connais la personne. Ton cerveau, il va plutôt être sur la quantité d'expériences que tu as partagé avec une personne. Donc en gros, tu as un pote, vous connaissez depuis 6 mois, mais vous avez voyagé 15 pays ensemble à pied. Tu as l'impression que le mec, tu le connais mieux que n'importe qui. Parce que vous avez traversé des émotions très dures avec. Mais c'est comme les personnes qui sont dans les forces spéciales. Des fois, en une mission de 5 semaines sur le terrain, ils se connaissent plus intimement que des personnes qui ont été vaguement collègues pendant 25 ans. Et en fait, ce métier-là, ça va te ramener à ça. Ça va te ramener avec des gens que tu vas beaucoup fréquenter en très peu de temps. Surtout si tu pars en mission itinérante, là tu vas vivre avec eux même le soir, mais être confronté dans des états émotionnels très variables dans la journée, de grand bonheur et puis de très difficile. Et donc ça va très, très vite te rapprocher en peu de temps et tu as l'impression de vraiment très bien connaître les gens. Donc ça, je pense que c'est une des très grandes richesses de ce métier. Donc une anecdote en particulier, je peux pas tellement t'en dire une plus qu'une autre. Tu sais, t'as des moments qui t'ont fait rire, t'as des moments qui t'ont fait pleurer, mais une anecdote plus marquante qu'une autre, non. Mais par contre, plutôt un sentiment qui se retrouve dans quasiment chaque mission, je peux t'en parler. Ce sentiment vraiment de 5 semaines, t'as l'impression que ça passe en claquement de doigts, mais quand tu repenses à tout ce qui s'est passé, tu dis... T'as l'impression d'avoir pris 10 ans. Enfin 10 ans de vie d'un coup. Donc tu fais 5, tu fais 10 missions dans l'année, t'as l'impression d'avoir vécu peut-être 40 ans, 50 ans, 100 ans d'un coup. Et ça, c'est un truc qui est quand même très marquant. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure que le turnover moyen c'est 3 mois, certes. Mais faire 3 mois ce métier dans une vie, même si tu l'as fait qu'une fois quand tu as été étudiant, c'est pour beaucoup de gens une expérience qui a valu le coup. Même si ça a été dur, même si ça a fait mal, même si machin, ça fait partie des trucs que tu es content d'avoir fait. Comme je pense que tu es content, tu as 16 ans, tu as envie de kiffer avec tes potes l'été, tu viens d'un milieu un peu pauvre, tu te fais une expérience dans un métier de merde, qui dure 2 semaines, 1 mois, tu vas castrer les maïs dans les champs, tu vas bosser à l'usine, etc. Et puis avec ce pognon, tu fais des trucs débiles. Tu pars en vacances avec tes potes dans le sud de la France, t'es content d'avoir vécu même si tu l'as fait qu'une fois. Et bah ça, je pense que ce métier, il y a des gens comme moi qui en sont passionnés et qui ont pris un plaisir réel à le faire pendant des années, mais je connais plein de gens qui l'ont fait peu, mais pour qui c'est une expérience qu'ils vont chérir pendant longtemps. Donc je pense que c'est vraiment ça, une anecdote forte pour moi, c'est vraiment ce truc où je me suis rendu compte que quasiment toutes les personnes avec qui j'ai bossé, que ce soit longtemps ou pas, ils aient tous eu un peu ce sentiment un peu similaire de vraiment, putain, franchement, c'est un truc que je vais emporter avec moi comme souvenir toute ma vie. Quel est votre plus mauvais souvenir? Moi je pense que mon plus mauvais souvenir de métier, ça a dû être dans mes débuts. C'était en gros, alors je vais vous prendre un exemple très concret, moi à l'époque j'habitais à Orléans. Okay, Orléans, c'est une petite ville, pour ceux qui connaissent, c'est en région centre. Il y a 2 villes en région centre, ta Tours et ta Orléans. Orléans, ça a été la ville pendant le Moyen-Âge, ça a été la ville avant la Révolution française, et puis après, bon, c'est un peu de la merde. Maintenant, c'est Tours qui est plutôt numéro 1. C'est parce que Tours, en fait, les facultés elles sont en centre-ville, etc. Orléans, les facultés sont plus éloignées, donc c'est des villes qui sont un peu moins jeunes.
Mais c'est une petite ville, il doit y avoir peut-être 100 000 habitants, 120 000 habitants dans le centre-ville, peut-être 250 000 dans l'agglomération. Donc c'est pas une très grande ville, mais ça reste une grande ville quand même. Moi j'habitais à Orléans, et j'ai pas trouvé de mission à Orléans. Je me suis fait embaucher à Paris. Sauf que moi je leur ai pas dit à l'entretien d'embauche que j'habitais à Orléans. Et c'était déjà dans un moment de l'année qui était déjà assez avancé dans les saisons. On était plutôt à l'automne qui touchait à l'hiver. Donc on était plutôt à Paris, vous doutez bien l'automne qui touche à l'hiver. Globalement il pleut, il y a du vent. Et moi ce que j'avais pas compris quand je me suis fait embaucher, c'est que j'allais pas forcément bosser dans Paris même. J'allais bosser beaucoup en banlieue parisienne. Donc le travail commence à 11h. J'habite à Orléans. Je prends mon train. Le train Orléans-Paris c'est rapide, c'est 1h, 1h15. Ok, mais t'as pas des horaires tout le temps. C'est-à-dire que tu as un train à prendre vers 7h30, si tu l'as pas, tu es en retard au travail, c'est sûr. Tu prends ton train, tu vas jusqu'à Paname. À Paris, tu arrives, on te dit bah non, la veille, en fait, tu bosses pas à Paris même, tu bosses à Cergy. C'est pas grave. Tu as pris ton train, tu arrives à gare, du coup, tu arrives à la gare, tu dois reprendre un métro pour choper le RER, tu reprends le RER, tu arrives machin. Tu es à peut-être 2h30 de transport le matin, plus 2h30 le soir. Donc en gros, moi je me levais à 6h, je me couchais à 22h, 23h. Mais je me couchais à 22h, 23h en étant arrivé chez moi à 22h. C'est-à-dire que je me couchais au plus tard à 23h. Mais en gros, j'arrivais chez moi, je prenais une douche, je mangeais vite fait, je m'écroulais, je dormais, je me réveillais, j'allais bosser. Il pleut, il machin, les trucs, j'étais jeune, j'avais 19 ans. C'est-à-dire que j'avais pas forcément, ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà des trucs qui étaient assez positifs en moi pour faire ce métier à ce moment-là, mais j'avais pas l'expérience, j'avais pas appris à le faire, je connaissais pas toutes les difficultés, j'avais pas forcément le discours, etc. Moi, je parlais beaucoup à des meufs jeunes dans la rue, à des garçons jeunes. On faisait copain-copain, mais je savais pas faire signer un mec de 40 ans, tu vois. Parce que, je sais pas, j'étais trop branleur à l'époque et ça lui parlait pas. Donc, je faisais pas les donateurs forcément qui étaient le plus intéressants pour l'asso. Et en plus, vu que je faisais pas le métier, vu que je débutais dans ce métier, je faisais pas forcément les meilleurs résultats possibles. Donc, j'ai fait une mission en termes de résultats qui était très convenable pour un nouveau, mais qui pour un ancien, c'était nul. Tu vois, t'es à peu près dans les seuils de rentabilité des assos, mais pas beaucoup plus, donc c'est pas très intéressant, tu vois. Et en plus de ça, je faisais beaucoup de transport. Et il pleuvait, et en fait, à la fin de la mission, il y a du coup le responsable de programme. Donc, tu as ton responsable d'équipe avec qui tu bosses au quotidien. Et le responsable de programme, c'est la personne qui chapeaute cette mission, mais plusieurs autres missions. Et là, il m'a dit écoute, on sait pas si on va te garder parce qu'on n'a pas l'impression que tu es suffisamment impliqué dans ce travail. Pardon. Et là, ça a été un moment qui pour moi était une espèce de brûlure d'injustice incroyable. Et j'ai fait un truc qui globalement dans le monde du travail faut pas faire. Mais ça a été une telle accumulation de tu te fous de ma gueule. Et moi je vais pas vous mentir, je suis un peu en ce moment, je suis un peu grande gueule de base. Je l'ai engueulé. Mais je l'ai engueulé pendant 15 minutes. Mais vraiment, je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu, je lui ai expliqué, je lui ai dit je fais 5 heures de transport par jour. Enfin moi de base j'ai fait une prépa, je me retrouve à faire un métier qui est pas considéré socialement comme étant machin truc. Je me bats tous les jours, je prends la pluie, le machin. Moi je suis martiniquais de base, c'est-à-dire que les Parisiens, alors je vais vous dire la vérité, hein. Les Parisiens, ils sont très drôles, ils sont plein d'aspects. Mais honnêtement, c'est les gens qui, dans la rue, ont un comportement qui peut te sembler être, on va dire les termes, des gros enculés sa mère pour la plupart. Alors, pas tous, mais c'est quand même l'endroit en France où tu vas avoir le plus de gens qui te regardent comme ça, genre non mais j'ai pas ton temps en fait. Et qui vont dire, par contre à l'inverse, ils vont te dire oui très vite, hein. Mais c'est vraiment les gens qui vont être les plus incisifs dans leurs réponses. Parce que je sais pas, c'est la vibes à Paris, il y a un peu un côté dans beaucoup de milieux parisiens où plus t'es un peu hautain, méprisant, etc., plus t'es stylé. Quand tu casses un peu ça, la glace, etc., tu te rends compte que c'est des gens comme les autres. Mais a priori, t'as quand même ce truc où t'as un peu cette violence un peu verbale des Parisiens que j'ai pas retrouvé spécialement ailleurs. Dans le nord de la France, ça n'existe pas. D'ailleurs, moi quand j'ai bossé à Paris, qu'après j'allais bosser dans le nord et que j'étais un peu parisien, ils me regardaient comme ça, mais pourquoi tu me dis ça? Enfin, tu leur fais une vanne, ils le prennent très premier degré. Ils ont ce côté un peu plus, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus gentil. Les Parisiens, ils ont pas ça. Les Parisiens, franchement, ils te disent des trucs. Il faut avoir cette capacité d'engager. Par contre, à l'inverse, un Parisien, il fait une punchline, tu refais une punchline dessus, le mec il rigole. Et le mec, c'est bon, il signe. Tu vois, c'est un truc que tu sais pas au début. Tu te dis, mais c'est juste un enculé. Non. C'est juste un mec incisif. C'est juste un mec qui a un peu de cynisme, qui est un peu hautain, qui est un peu truc, qui est un peu désabusé sur plein d'aspects. Mais quand tu casses, c'est un mec comme les autres. Mais quand tu sais pas que t'es jeune, etc., et que tu connais pas ça. Tu vois, par exemple, pour donner un exemple concret, moi ça m'a cassé un cliché, c'est que tu vois, quand je bossais en banlieue, les gens étaient beaucoup plus cool que quand je bossais à Paris. Après, maintenant j'ai su m'adapter, j'ai su parler avec les Parisiens, j'ai su parler avec les gens qui étaient en banlieue. Je dis pas qu'en banlieue t'as pas des Parisiens, mais je te donne un ressenti global. C'est-à-dire que dans le sud de la France, les comportements globaux des gens,
dans leur globalité, c'est pas exactement. T'as une ambiance différente que dans le nord de la France. Mais bien sûr, t'as des connards dans le sud, t'as des gens géniaux dans le nord. Et inversement, t'as des gens super à Paris, t'as des connards. T'as des gens, c'est des enculés finis en banlieue. T'as des gens, c'est des crèmes ultimes à Paris. Mais un sentiment global qui peut se dégager, qui est assez récurrent. Paris, faut être armé. Paris même, faut être armé. En plus, ils sont très sollicités. Mais, bref. Donc, il y a tout ça. Et le mec qui me dit, je pense que t'es pas assez impliqué pour ce travail pour continuer. Je lui ai dit des trucs qu'il faut pas dire, je lui ai dit je pense que c'est pas un mec qui bosse dans des bureaux et qui est un planqué qui va m'expliquer si je suis suffisamment impliqué ou pas. Mais il s'est passé un truc qui est assez surprenant dans ce métier, qui n'existe pas dans aucun autre métier je pense. Tu dis un truc très frontal à un responsable d'équipe, ça sort de tes tripes. Même si c'est trop insolent, même si c'est trop incisif, même si c'est le mec sent en toi une sorte de truc, une sorte de trip, tu vois, une sorte de, je sais pas, une bravoure, un panache, un truc. Une sorte d'implication dans tes yeux, une fermeté, une pugnacité. Le mec se dit bah oui ok, lui il est fait pour ça. Dans n'importe quel métier, t'expliques à ton patron c'est pas un mec dans un bureau. Alors je vais vous dire les termes exacts, j'ai dit c'est pas un connard dans un bureau que j'ai vu une fois dans ma vie qui va m'expliquer si je suis impliqué ou pas. C'est un truc ça passe pas. Je te le dis la vérité, c'est t'es licencié pour faute grave, tu fais un prud'homme tu perds. C'est comme ça, je te le dis. Et là le mec il a aucune raison de me garder, c'est à dire que je suis à la fin de mon contrat, il me fait pas d'autre contrat. C'est à dire qu'il y a même pas un truc où je peux me retourner lui faire un prud'homme. Le mec il m'a gardé. Le mec il m'a dit écoute, je me suis trompé, je t'ai mal jugé. Je pense qu'en fait t'as des difficultés. Fais en sorte de régler ce problème, fais en sorte d'habiter plus près. Ou on va te trouver des missions où on va te loger ailleurs. On va te donner ta chance encore un peu plus. Maintenant on te donne ta chance. Faut que tu saisisses cette chance. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas bon à la mission d'après, ils m'ont pas gardé. Mais j'ai repostulé plein de fois. Mais je pense que ce métier, j'ai dû repostuler en vrai entre tous les moments où je me suis fait licencier pour absence, retard, insolence. Ça, c'est quand j'ai commencé à être bon. Ok ? Au début, je me suis fait licencier parce que j'avais pas les résultats. Je me suis fait licencier 3 fois au début pour absence de résultats. Ensuite, j'ai été bon. Et après, j'ai pris un peu la confiance parce que je suis un petit con insolent. J'ai été absent, retard, insolent. Là, je me suis fait licencier encore. Ils m'ont retendu la main. Ils m'ont refait travailler, etc. Et puis avec le temps, j'ai maturé. Je suis devenu plus professionnel. Et maintenant, je suis devenu quelqu'un avec qui c'est professionnel de travailler. Je dis pas que tout le monde va m'aimer. Maintenant, on peut travailler avec moi de manière professionnelle. Et ben, malgré le fait que j'étais insolent, en retard, machin truc, vu qu'ils voyaient en moi une persévérance, etc. Vu qu'ils voyaient des choses positives pour ce métier, ils m'ont permis de continuer. Et je pense que c'est ça, c'est une des anecdotes les plus fortes de me dire. Le mec, je l'insulte. Mais pour moi, c'est bon, ok. C'est bon, le mec, il m'a dit que je t'ai pas fait pour ce métier, que je t'ai pas assez persévérant. Tu sais quoi, va niquer ta mère. Tu sais, ce rêve que t'as quand t'es gamin, c'est la fin de l'année, ton prof, tu le verras jamais. T'es un fils de pute. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais te crever tes pneus, je vais t'insulter, je vais te dire tout. Je vais t'expliquer que ta femme, elle te trompe, etc. Je vais dire les pires horreurs. J'ai eu cette réaction d'orgueil avec ce mec. Et c'est la raison pour laquelle le mec m'a permis de travailler. Mais c'est un truc. Parce qu'en fait, si t'as pas d'orgueil, si t'as pas d'ego, si t'as pas de truc. Si t'as pas une envie, si t'as pas une matière dure au fond de toi, un truc qui te donne envie de persévérer, en vrai, c'est pas un métier pour toi. Mais si tu l'as, tu vas t'éclater. Et ça n'existe pas dans. Ça peut. Je pense que ça. Je connais pas tous les métiers, mais je pense que dans un métier où t'es comptable dans un bureau, tu dis au patron va te faire enculer, c'est pas un connard que j'ai jamais vu de ma vie qui m'a expliqué comment faire mon métier. Allez hop, c'est bon, finito pipo, tu sais, je vais appeler toutes les autres boîtes de comptables et je vais dire oui, bon, lui c'est un enculé, arrêtez de bosser avec lui. Et c'est fini, t'es cramé. Mais vraiment, tu changes de ville, hein, change de pays, hein, change de métier même. Là, non. Là, on dit ouais, putain, là j'ai parlé avec un mec, le mec il a 18 ans, les gars. Les gars, c'est un mec, hein. Franchement, c'est. Même des filles, hein. Là, je dis c'est un mec parce que c'est une expression, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être une fille, ils vont dire là, je suis tombé sur un gars. Une intensité quand il parle, ça peut être une Ferrari plus tard. T'es vraiment. Et puis en plus, les mecs qui sont tes responsables sont tous des mecs qui ont fait ton métier. C'est que c'est pas un mec qui sort d'une école de commerce, genre une bonne école de commerce, je dis pas qu'ils sont incompétents, mais c'est pas un mec qui connaît pas ton métier, c'est un mec qui a fait ton métier 2 ans, qui est passé responsable d'équipe, qui a été responsable d'équipe longtemps, qui est maintenant responsable de programme. Donc il se rappelle, toi. Et donc il se dit, lui, c'est un diamant brut, c'est-à-dire que c'est un diamant qui a des défauts, c'est un diamant qui a des écailles, il est insolent, il est machin, mais on va le polir, on va travailler avec lui, on va lui faire confiance, il va nous faire confiance, et au bout d'un moment on va faire quelque chose. Mais il n'y a pas de métier où, dans la majorité des métiers, t'as pas 2 ans d'expérience, on te prend pas. T'as pas le bon diplôme, on te prend pas. Des fois, t'as pas le bon piston, on te prend pas. Et tu vois, ce métier, non, on te prend. Et même, t'es pas ce qu'il faut au départ, mais on sent en toi un truc, on te polie avec le long terme. C'est le pendant en fait positif de ce métier, c'est que c'est tellement difficile de trouver des gens qui sont capables de le faire et qui ont envie de le faire, qu'à l'inverse, ils te pardonnent beaucoup plus de choses dans l'entreprise classique. Mais c'est du donnant-dedans. C'est-à-dire que c'est très dur, mais n'importe qui peut y arriver. Tu sais, c'est un peu la phrase dans Ratatouille. Tu sais, à un moment donné, il y avait la phrase au début, c'est n'importe qui peut être un grand cuisinier. À la fin, on dit non, c'est pas vrai. Un grand cuisinier, ça peut pas être n'importe qui. Par contre, un grand cuisinier peut venir de n'importe où.
C'est-à-dire que ça peut être un mec de banlieue, ça peut être un mec d'un pays en développement, ça peut être un mec en parisien, machin truc. Et bah ce métier, c'est exactement ça. Tout le monde n'y arrivera pas, mais ceux qui y arrivent, ils peuvent venir de n'importe où. Et ça, c'est beau. Vas-y. Non mais je vais vous raconter une anecdote qui pour moi vraiment va caractériser le plus possible ce que je vous ai dit avant. Alors, c'est ma toute première mission. Alors, faut savoir que le premier entretien d'embauche que j'ai fait, ils m'ont pas pris. Je sais pas pourquoi, je suis arrivé en mode, je pensais que c'était un entretien d'embauche, mais pour de vrai, tu vois. Je pensais que c'était sérieux. Tu vois, moi je sortais de 2 ans de prépa éco, frère, j'avais fait une prépa ECS. Tu sais, j'avais fait des formations à l'entretien d'embauche en prépa. Moi je suis arrivé, petite chemise, petit truc, etc. Oui, bonjour, voici mon CV, machin truc. Oui, moi je pense que j'ai envie de travailler avec vous, effectivement. Bon, ils m'ont pas pris parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. En fait, ils veulent pas quelqu'un de formaté, ils veulent quelqu'un qui a une personnalité. Donc moi je suis arrivé, j'ai essayé de leur faire le truc que je pensais être ce qu'il fallait pour se faire embaucher dans une entreprise classique. Bon bah, va niquer ta mère, va te faire enculer. Mais moi je suis têtu, moi je suis un peu con, j'ai repostulé. Donc c'est la deuxième fois, au deuxième entretien d'embauche, où là je me suis dit bon allez, la première fois ça n'a pas marché, je fais tout l'inverse, je parle comme je suis. Et là ils m'ont pris. J'habite à Orléans, ok? Miskin à lui, mais ce jour-là ça me fait chier, mais miskin à lui, mais bref. Je prends le train, enfin je vais à la gare, arrivé au train, on me dit le train il pourra pas partir maintenant parce qu'il y a un mec qui s'est suicidé sur la voie ferrée. Le train il est bloqué. Je leur dis ok d'accord les gars, moi j'ai une formation qui commence à 11h, c'est mon premier jour de travail, je fais quoi? Ils disent bah tu vas te faire enculer. Donc j'ai dû prendre un train, ok? Et moi j'étais jeune à l'époque, je savais pas que quand t'as un truc comme ça, il y a un incident qui se passe à la SNCF, tu vas voir le contrôleur, le machin, ils te font un papier pour attester comme quoi c'est vrai. Moi tu sais, tu sais à l'époque je fais des trucs comme ça à l'impulsivité, donc j'arrive à la formation le premier jour avec 2 heures de retard. Bah le mec il me dit bah du coup non. Bah, tu vois c'est bon, fin de période d'essai, tu vois, t'as même pas signé le contrat. Il dit bah du coup on te prend pas. Bah c'est bon, il y a une semaine d'essai mais on te fait même pas le contrat, va te faire enculer. Moi j'habite à Orléans, j'étais à Paris, le prochain train il est à 15h. Je fais ok, bon bah ce que j'ai fait c'est qu'il y a du coup on était dans une salle de formation. Et en fait devant la salle de formation il y avait une salle de pause. Bah j'ai pris un livre que j'avais pris dans mon sac, je commence à lire. Et je lui ai dit bon là le mec il est en formation, il va pas me parler, mais à un moment donné il va bien sortir pour aller bouffer. Et je vais pouvoir discuter avec lui et pouvoir peut-être arranger mon cas. Donc je commence à lire mon livre, etc. Et puis au bout de 2 heures il sort, il me fait mais t'es encore là toi? Je fais bah oui, moi j'habite à Orléans, j'ai montré un machin truc. Et puis les gars, je vais peut-être vous expliquer ce qui s'est passé. Peut-être on va un peu plus pouvoir creuser le truc. Il me dit putain mais t'es resté 2 heures à attendre. Je fais bah tu sais j'ai lu mon livre, c'était pas chiant, etc. Je savais bien qu'à un moment t'allais sortir. Il me dit pourquoi t'as fait ça? Je fais parce que j'ai envie de bosser. Il me dit bah écoute, je vais pas te mentir, la persévérance c'est peut-être la qualité principale pour ce métier. Quand tu fais un truc comme ça, t'as l'air d'être persévérant. Par contre, j'ai envie de marquer le coup, même si c'est pas ta faute, t'avais qu'à nous appeler. Je les ai pas appelés. Non mais vraiment je vous le dis la vérité, je les ai pas appelés parce que tu vois à ce moment là j'avais pas l'expérience professionnelle de savoir que quelqu'un tu te tiens au courant. Je me suis dit putain tu sais j'avais ce truc, je vais pas les appeler pour leur dire que je suis en retard alors qu'il faut les appeler. Mais tu sais tu dis putain mais on me dire de pas venir c'est machin truc. Donc je les ai pas appelés, il m'a dit fallait que tu nous appelles au minimum etc, fallait que tu fasses un papier. C'est là que j'ai découvert que je pouvais faire un papier à la SNCF. J'ai pas fait tout ça, il m'a dit écoute par rapport à ce manque de professionnalisme on peut pas te donner ta chance sur cette mission. T'as de la chance, t'as une mission qui commence la semaine d'après pour la même asso. Tu viens, t'es pas en retard et tu fais ta formation. Il y avait 10 personnes à la formation cette mission, il y avait 5 personnes à la formation de la semaine d'après. Sur les 15 personnes, je suis le seul qui est resté des 15. Je suis le seul qu'ils ont gardé des 15 personnes. Et alors que je suis le mec qui commence le moins bien sa formation. C'est-à-dire qu'en fait, t'as la semaine d'essai après, etc. Ils vont te laisser ta chance. Si t'es persévérant, si t'es machin, etc. On va dire si tu forces un peu, même parce que c'est ça, hein, j'ai forcé. Si t'as ce truc-là, ils vont finir par te laisser ta chance. Et si tu fais ce qu'il faut par la suite. En fait, c'est pas. Tu fais pas ce qu'il faut une journée, t'es disqualifié. Si t'as fait ce qu'il faut dans la globalité sur 1 semaine, 2 semaines, 5 semaines, on te fait bosser. On te pardonne des erreurs, on te pardonne des manques, t'as le droit de faire des journées à 0, t'as pas le droit de faire une mission, t'as pas le droit de faire une semaine à 0. Mais t'as le droit d'échouer, t'as le droit de te tromper, t'as le droit d'avoir fait des choses qui vont pas. Et moi c'est un truc, par rapport à ma personnalité, je trouve que c'est très agréable d'avoir un métier comme ça. Et je suis content d'avoir eu cette chance. Après je vais vous dire un truc, hein, ils m'auraient pas pris cette mission là. Je vous le dis la vérité, des assos qui recrutent, il y en a plein, j'aurais postulé dans toutes les assos, j'aurais pas lâché. Mais quand même, qui reconnaissent ça vite en toi, ils te donnent ta chance. Dès que t'as les clés un peu. Vas-y, viens bosser, c'est bon, allez, tu mérites. Et ça, c'est beau. Enfin, je sais pas, moi, c'est un truc moi, je trouve ça important. Surtout dans un monde où maintenant, le monde de l'entreprise classique, il est quand même très figé. C'est-à-dire qu'en fait, les recruteurs, ils se font pas chier, frère. Ils ont des critères sélectifs sur les CV. Ils regardent pas un individu. C'est-à-dire que t'as pas fait ce niveau d'études, t'as pas fait telle école. Ils connaissent pas le nom de ton école. Dans la majorité des métiers à responsabilité, mais t'es disqualifié. C'est-à-dire que le mec, tu sors même d'une école de commerce, d'une petite ville qu'il connaît pas.
Mais ils te regardent pas, ils te mettent alors que peut-être que tu sors d'une petite ville parce que tu voulais rester à côté de ta mère parce qu'elle était malade, etc. et que t'avais pas envie de monter à Paris, ou que peut-être t'étais pas très bon à l'école mais t'es bon en entreprise. Ça, ils le voient pas, ils s'en bat les couilles. Enfin, humainement, il aurait peut-être vu, mais lui, il peut pas prendre le risque. Parce que. Et donc, t'es disqualifié au départ. Ce métier, t'es pas disqualifié au départ. Par contre, t'es disqualifié par la suite. T'es plus disqualifié par la suite. À l'inverse, dans une entreprise classique, t'as coché toutes les bonnes cases, t'es plus dur à virer. T'es pas bon, on te garde. Va falloir faire un prud'homme, va falloir machin truc. Tu vas être indélogeable un petit peu. Donc, ça détruit un petit peu l'esprit d'audace et d'initiative. Parce que faut cocher les bonnes cases, donc il y a un côté un peu soumission, tu sais les bonnes cases, donc tu vas chercher les bonnes cases. Mais une fois que t'es embauché, tu fais pas de vagues, tu vas pas être viré. Tu vois, t'es un peu invisible, t'es pas trop bruyant, tu fais ce qu'on te dit sans te créer de problème, t'es gardé. Dans ce métier-là, t'es invisible, les gens te donnent pas, l'entreprise te fait pas confiance, etc. etc. En fait, c'est une boîte de fous, où ils embauchent que des fous, mais qui ont une vision un peu ensemble, ils arrivent à faire tenir ça ensemble. Et en fait, c'est un métier, en vrai de vrai, c'est quand même un métier de marginal. C'est un métier qui a beaucoup plaire à des gens qui sont un peu hors case, hors norme, mais qui ont un truc en eux. C'est-à-dire que t'es un marginal, mais t'as rien en toi. Mon pote, la vie, elle va être dure. T'es un marginal, t'as des trucs en toi, la vie, elle est déjà difficile. Mais par des métiers comme ça, tu vas en faire quelque chose de positif sur le long terme. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à affronter, mais tu vas en sortir grandi. Et en fait, il y avait une phrase qu'on m'avait dit une fois, on m'a dit, contrairement à ce que tu penses, la maturité, c'est pas le nombre d'années que t'as emmagasiné dans ta vie. C'est le nombre d'expériences que t'as vécues. C'est-à-dire qu'en fait, un gamin de 25 ans qui a grandi dans un pays en guerre, qui très jeune a été confronté à des atrocités, etc., qui a dû immigrer, qui a dû machin, qui ensuite fait une petite formation d'infirmier, qui va maintenant être infirmier en zone de guerre, et qui ensuite arrive en France, à Paris, il est plongeur à 20 ans, etc., et puis après il devient chef de salle à 25 ans. Mais mon pote, le vécu qu'il a à 25 ans, enfin sa maturité qu'il a, elle est incroyable. Et en fait, c'est ça la maturité, c'est pas forcément ton âge. Pour vivre des expériences, mécaniquement, il faut que tu aies passé du temps. Mais c'est la quantité d'expériences que tu vis avec le temps. Et en fait, ce métier-là, c'est très riche en expérience. Et c'est ça, enfin, ça fait partie des messages que j'aimerais passer par rapport à cette profession. Quel est le salaire à ce poste? Le salaire, c'est très simple. Alors, il y a des variations en fonction des assos pour lesquels tu travailles. Moi, elles sont pas très élevées. Moi, je vais vraiment vous donner des prix qui sont très proches de la réalité et qui sont vraiment ce que vous pouvez réellement espérer quand vous faites ce métier. Et je vais pas vous parler en brut, je vais vous parler en net. La subtilité, c'est que vous travaillez en CDD. Un contrat en CDD, c'est pas un contrat en CDI. Quand tu as un contrat en CDI sur une année, t'emmagasines 5 semaines de congés payés. Ok ? Ces congés payés, tu les poses. C'est-à-dire que c'est 5 semaines dans l'année où t'es pas au travail, mais on te rémunère comme si tu étais au travail. Quand tu es en CDD, surtout un CDD court, légalement, tu as le droit de les poser, mais dans les faits, personne ne les pose. Donc tu as tes 5 semaines, et sur tes 5 semaines, tu as emmagasiné à peu près 3 jours de congés payés. Tu vois, à peu près, tu vois. 5 semaines, tu as, voilà, on va dire 3 jours pour faire simple. Tu vois, ces 3 jours, tu les as pas pris, donc on va te les rémunérer en plus, donc ça a tendance à grossir ton salaire. En plus, quand tu es en CDD, tu as un 10% de prime de précarité à la fin de ton contrat. Ok ? Ce qui fait que quand tu es payé brut en CDI, on va dire 1008, en général, tu touches, on va dire 1004 à peu près. En CDD, quand tu es payé 1008, en intérim, c'est un peu pareil, tu es plutôt autour de 1700, 1750. Le brut et le net, ça se ressemble beaucoup plus en CDD qu'en CDI. Mais on va faire très simple. Je vais pas vous parler du brut, je vais vous parler vraiment de ce que tu as sur ton compte bancaire. Non pas pour 5 semaines, mais pour le mois. Ok ? Parce que vu que tu es payé en 5 semaines et qu'un mois c'est 4 semaines et demie, tu as l'impression d'être payé un peu plus. Mais non. Je vais vous dire vraiment en mois combien tu es payé. Quand tu es débutant, en fonction des entreprises, tu vas être payé entre 11 et 12 euros de l'heure. Ok ? Ce qui fait, de mon expérience à moi, on va dire entre 1400 net et 1550 net, ok, en fonction du nombre d'heures que tu as travaillé, etc. Mais c'est déjà plus que le SMIC. Quand tu as une certaine ancienneté, qui peut arriver assez vite, ça peut être 2 mois de travail, en général, il t'augmente à 13 euros de l'heure. Et maintenant, tu seras payé, vu que l'entreprise te fait confiance, l'association te fait confiance, tu seras payé en général 13 euros de l'heure. Et un 13 euros de l'heure, on va dire que ça te fait déjà un bon 1700, 1800 net mensuel. Ensuite, quand tu as l'ancienneté nécessaire et qu'en plus tu délivres les résultats nécessaires, alors la subtilité c'est que tu es toujours payé à l'heure dans la mission, mais que ton salaire à l'heure augmente en fonction de ton ancienneté et tes résultats. Cette mission, j'ai été payé 13 euros de l'heure, mais la mission d'après, ils estiment que je suis bon, ils vont passer à 15 euros de l'heure. Ok ? Et là, 15 euros de l'heure, tu commences à avoir des payes qui sont quand même pas mal mensuelles, t'es à environ 1900, 2000, voire 2100, 2200, tu vois. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais payé 15 euros de l'heure. Je crois que j'étais à peu près à 2100
sur mon salaire tous les mois. Ok? Donc c'est une très belle rémunération pour un métier qui ne demande pas de diplôme. Surtout que c'est du 35 heures semaine, mais dans la réalité, tu ne travailles pas 35 heures semaine, tu travailles 32h30. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu travailles 6h30 dans la journée et pas 7 heures. Et en plus, tu as un brief le matin, donc on va dire que tu travailles 6 heures, mais disons que tu travailles 6h30. 2100 € par mois en 32 heures semaine. Sans compter que tu as 10 € de tickets resto par mois. Ça paraît rien, mais 10 € sur 23 jours de travail dans le mois, ça fait 230 € de tickets resto. Plus après les trucs classiques de l'entreprise, tu as la moitié de ton transport qui est payé, etc. Machin truc. Ça fait du coup 2100, plus moi j'avais 230 € de tickets resto. À l'époque, ils te donnaient les tickets resto, tu le manges en équipe. Maintenant, ils se font de plus en plus et qu'ils te donnent une carte ticket resto qui t'alimente chaque semaine. Donc en fait, tu bouffes pas en équipe, tu fais tes courses, tu mets ta gamelle, tu as un budget de course de 230 € en moins en plus. En fait, si t'es pas trop con, ça fait à peu près tes courses. Donc vraiment, ça fait une belle paye. Et en plus, à savoir que si tu bosses dans une ville qui est pas la tienne, ils te logent. Et moi, ça m'est arrivé pendant une année de suite de faire de ville en ville. Et du coup, j'ai été logé de ville en ville. Donc c'est-à-dire que j'étais payé 2100 sur mon compte bancaire, mes 230 € de ticket resto, plus ils me prenaient mon appart, parce que vu que je bossais tout le temps, mon appart était payé. Là je peux vous dire que les mecs, sur l'année, j'ai gagné à peu près 25 000 €, j'en ai mis 13 000 de côté. Et j'ai kiffé, parce que je suis sorti, j'ai fait des choses, enfin je suis parti, j'ai dépensé mon argent, mais j'ai mis, donc si t'es prêt à machin, tu peux vraiment mettre pas mal d'argent de côté. Ensuite, à l'époque, ça n'existe plus tellement maintenant, mais à l'époque où moi je travaillais, fut un temps, pour les personnes qui étaient les plus fortes, mais vraiment là, par contre, c'est beaucoup de résultats. Et puis avec des critères qualitatifs de travail qui étaient très élevés, tu pouvais monter. Moi, j'avais calculé à un moment donné, au maximum, avec les primes, etc. Mais ça n'existe plus maintenant, c'est 15 € le max, on va dire. Mais à l'époque, à un moment donné, j'étais monté à 18,90 de l'heure. Ça a duré 2 missions. Là, je crois que j'étais payé presque 3000 par mois. Parce qu'en plus, il y avait des primes de déplacement, etc. Donc là, ça a duré, on va dire, 2 mois et demi, j'étais à 3000 €. Mais ça n'existe plus maintenant, on va dire que tu peux espérer 2000, 2200, 2300 quand tu es au maximum en tant que recruteur de donateurs. Quand tu es vraiment bon recruteur de donateurs, et ça peut aller assez vite, moi je connais quelqu'un qui l'a fait en 2 mois. C'était une fille avec qui je bossais, elle avait 27 ans, elle a fait une très bonne première mission. On a l'impression qu'elle avait fait ça toute sa vie, elle a fait une deuxième très bonne mission. En 2 missions, donc 5 semaines, j'ai dit 2 mois, mais c'est 10 semaines, donc ça fait 2 mois, un peu moins de 2 mois et demi. Elle est passée responsable d'équipe. Et là, elle est passée responsable d'équipe à 17 € de l'heure. Donc là, 17 € de l'heure, t'es à 2500, 2600. C'est déjà des très belles payes. Maintenant, les responsables d'équipe, ils sont plutôt à 16 € de l'heure. Moi, je n'ai pas vraiment des rémunérations d'avant, mais on va dire qu'ils sont entre 16 et 17, voire 18 en fonction des entreprises. Mais on va dire que les salaires, ils vont aller de 2400 à 2700, 2800 par mois. Avec un statut cadre. La subtilité du statut cadre, c'est que quand tu es au chômage, tu n'es pas à 56%. Tu es à 75% de ton brut. Et en plus, maintenant, tu es cadre sur ta fiche de paye. Ce qui veut dire que si tu es cadre pendant 1 an dans cette entreprise, que tu n'as pas de diplôme et que tu fais une validation d'acquis par expérience professionnelle, tu peux choper d'abord dans un premier temps un BTS management des unités commerciales, dans un deuxième temps une licence en management, et j'ai même un pote qui a fait ça, qui a été responsable d'équipe pendant 5 ans, qui a fait 3 validations successives, il avait même pas le bac, c'est-à-dire que le mec qui a dû passer un DAU, c'est un diplôme d'équivalence universitaire que tu passes quand tu es adulte, qui te donne le droit d'aller étudier à la fac, c'est pas le bac, mais c'est un diplôme équivalent au bac qui te permet d'étudier. Il a fait son DAU tout seul en cours du soir en 6 mois, il a fait sa première validation d'équipe avec Pôle emploi, il a été un management MUC, ensuite il a eu sa licence pro en management, et ensuite maintenant il a un master en management. Le mec est rentré dans cette boîte à 20 ans, sans diplôme, sans bac, etc. Je crois même, de mémoire qu'il a raté le brevet. En mode, tu sais, au brevet il était con, donc il était con pour l'école. Ils l'ont envoyé dans un truc professionnel, celui qui a pas pu, il a dit à vous faire enculer, je me barre. Donc il a pas de CAP, il a pas de truc. Il a fini à 25 ans responsable d'équipe à 2700 par mois. En CDI, parce qu'avec le temps, quand tu es responsable d'équipe, tu peux te faire embaucher en CDI. En CDI, il était un peu moins, il était à 2005, 2006, mais tous les mois. C'est-à-dire que ça tombe quoi qu'il arrive. Et là, pour le coup, il a 5 semaines de congés payés par an. Et plus master en management, c'est-à-dire que maintenant il peut le valoriser dans une autre entreprise. Il le fait pas parce que maintenant il a envie de travailler là-dedans. Ensuite, quand tu es responsable d'équipe et que tu es bon, tu peux passer responsable d'équipe qui est chargé de recrutement. Là, tu retouches 1 € de plus par heure. Donc tu es à 18, tu passes à 19. 1 € de plus sur 150 heures par mois, ça fait 150 € à la fin du mois. Ok ? Maintenant, quand tu es responsable de programme junior, tu remontes 1 €, etc., etc. Et le maximum que tu peux espérer, on va dire entre 5 et 10 ans d'ancienneté plus en étant très bon, tu vas passer responsable de programme. Un bon responsable de programme, on va dire qu'il est à 4000, 4500, voire les mieux payés 5000 par mois. Mais ça, c'est vraiment le top du top de ce que tu peux espérer. Mais à savoir que le responsable de programme, c'est une carrière qu'il a construite sur 15 ans, où il a fait qu'évoluer en termes de salaire. Et il arrive à un moment donné à avoir des responsabilités où l'association lui gère des budgets de plusieurs millions d'euros de collecte de fonds à générer. Donc, tu as le salaire,
Mais pour ceux que ça intéresse, en termes d'expérience professionnelle, tu vas avoir de plus en plus de responsabilités associatives. Et après, tu as beaucoup d'anciens responsables de programme qui ont été très bons, qui ensuite se font embaucher en interne par des grosses boîtes, par des entreprises. Parce que pour le coup, autant recruteur-donateur, on ne connaît pas, mais les grosses boîtes, ils connaissent bien le métier de chargé de levée de fonds. Parce qu'en fait, t'as beaucoup de mecs qui ont fait HEC, qui ont des réseaux, etc., qui ont fait l'ENA, etc., qui sont potes avec des mecs qui maintenant sont haut placés dans l'administration française et qui en fait créent des assos, lèvent des subventions, etc., avec les Rotary Club, des choses comme ça. Des trucs, en fait, t'as beaucoup les élites qui se retrouvent dans ce genre de choses, qui font de la charité. C'est très à l'américaine, mais c'est très présent en France parce que t'as beaucoup de déductions fiscales, etc. Donc ça, les grosses entreprises du 440, ils connaissent bien ça. Autant ils connaissent pas le petit connard, le saltimbanque qui jongle dans la rue, mais ils connaissent bien cet aspect. Et quand t'es vraiment monté, tu peux valoriser ça. Et t'as même des mecs qui ont réussi à se faire embaucher par des très grosses boîtes. Là, c'est pas une très grosse boîte, mais je connaissais un mec qui avait réussi à maintenant devenir directeur commercial chez Red Bull. Mais après, je connais d'autres mecs qui ont réussi. Mais c'est des mecs qui ont commencé à 20 ans et puis à 40 ans, ils se sont fait embaucher. Mais sauf que t'as 20 ans, t'as pas de diplôme. T'as une expérience professionnelle que tu valorises en diplôme par valorisation d'acquis par expérience professionnelle. Que t'arrives à faire reconnaître un certain niveau de métier. Qui fait que tu peux te faire embaucher dans des trucs où tu peux arriver, tu vas pas être embauché dans les mêmes métiers que les énarques, les polytechniciens, les mecs qui ont fait HEC, parce qu'en France, il y a un plafond de verre, c'est comme ça. C'est rare, il y a des mecs qui créent des destinées, mais souvent c'est des entrepreneurs. Mais dans l'entreprise classique, il y a un plafond de verre, mais c'est des mecs quand même qui partent de j'ai pas le brevet, qui ont quand même bien pété le plafond de verre, et qui sont un échelon en dessous de ces mecs qui ont fait ces grandes écoles. Donc on parle quand même de salaire où les mecs peuvent être à 7, 8, 9 000 par mois. On parle du moins d'1% des Français les mieux payés de France. Enfin, c'est déjà... Après, je vais pas vous dire que toi tu vas faire ce métier demain, tu vas arriver ça 20 ans après. Je te parle des mecs qui étaient les plus bons, qui avaient le plus d'audace, qui ont le plus valorisé. Le schéma le plus classique des mecs qui ont fait le plus d'argent en ayant fait ce métier, c'est des mecs qui ont fait ce métier 5 à 10 ans et qui ensuite ont créé leur boîte. C'est-à-dire que c'est 10 années d'expérience de terrain, recruteur donateur, responsable d'équipe, chargé de recrutement, responsable de programme, etc. Ils se sont dit, ça... J'ai donné 10 ans de ma vie pour trouver des fonds pour une asso. Maintenant, je vais donner des années de ma vie pour me construire une fortune, un patrimoine. Et les gens qui sont devenus très riches en ayant fait ce métier, c'est plutôt ce parcours qu'ils ont emprunté. Mais ça arrive de temps en temps, des mecs qui aiment comme bizarrement qui font ce métier, mais qui aiment la sécurité, qui se font embaucher dans des grosses entreprises. C'est rare. Mais par contre, vous avez une fibre d'entrepreneur en vous. Vous savez qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de démarcher des clients, des choses comme ça. Vous aimez les associations, ça vous paraît important d'aider, faites ce métier. Vous allez démarcher à fond de balle, vous allez potentiellement devenir responsable d'équipe, vous allez peut-être faire du recrutement par la suite, vous allez peut-être gérer des budgets colossales, vous allez avoir en fait en 5 à 10 ans en fonction de votre résultat et de votre implication, la meilleure formation d'école de commerce du monde. Mais vraiment, alors il y en a d'autres, mais quand même, c'est-à-dire que vous êtes confronté au terrain, à la réalité. Et si en plus de ça, le soir tu lis un peu des livres d'entrepreneuriat, tu essaies de comprendre un peu la fiscalité, des choses comme ça, que tu t'impliques vraiment, après c'est toi et ton destin, tu vois, c'est toi et ton implication. Mais c'est une expérience de terrain qui vaut de l'or. Mais vraiment, c'est très puissant. C'est-à-dire que t'arrêtes tes études à 18 ans parce que t'es nul à l'école. Tes potes à toi qui étaient bons, ils vont en prépa. Toi, tu vas bosser. À 23 ans, quand ils sortent d'école, t'as 5 ans d'expérience professionnelle, dont peut-être 3 années à passer en étant responsable d'équipe, dont peut-être une année à passer en étant responsable d'équipe chargé de recrutement. C'est-à-dire que toi, tu sors de ça. En plus, t'as pas été con, t'as fait des validations d'acquis, t'as le même diplôme en sortant de ça. Ok ? T'as 5 années d'expérience où t'as fait énormément de métiers et des métiers durs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est des métiers qui sont pas simples. Par contre, c'est un risque. C'est-à-dire que tu fais ton école de commerce, enfin tu fais ta prépa, t'es bon à l'école, tu travailles, etc. T'as une sécurité qui existe pour de vrai. T'as une sécurité de diplôme qui fait que tu vas être embauché. Là, t'as pas de sécurité. C'est-à-dire que c'est toi et ton couteau. C'est toi et ton implication au maximum. Mais t'as ça en toi, fonce. Tu le fais 3 mois, tu fais autre chose, c'est pas grave. Tu le fais 5 ans, tu fais autre chose, c'est pas grave. T'as ça en toi. T'as une aversion au risque. Vous savez, l'aversion au risque, c'est le fait que t'as beaucoup de gens qui ont peur de prendre des risques. La majorité des gens ont peur de prendre des risques, et surtout dans des schémas d'études très classiques français, les gens ont peur de prendre du risque. Mais t'as pas ça parce que t'es un peu con, parce que je sais pas, parce que t'es un peu inconscient, parce que t'es un peu têtu, parce que t'es un peu borné. Mais je te dis pas que t'as pas peur du risque parce que t'es quelqu'un de bien. Peut-être t'as une case en moins dans ta tête. Ce truc naturel de il y a un prédateur en face de toi, t'es dans la savane, tu cours. Bah il y a des animaux, ils ont pas ça. C'est comme ça. Mais dans la majorité des cas, c'est dangereux, mais dans l'entrepreneuriat, dans ce genre de métier, de DAS, etc., c'est presque une donnée essentielle. Ce qui normalement n'est pas une qualité, là ça en devient une. Et t'as ça en toi, tu le sens que t'as ça en toi, c'est le genre de métier qui est fait pour toi. Mais vraiment. Et c'est riche en opportunités, mais c'est pas des opportunités qu'on va te donner. C'est des opportunités que tu vas chercher, que tu vas devoir aller prendre toi-même. Et ça, c'est génial. C'est passionnant au possible. Mais c'est dur. Et c'est de la remise en question. Et on te dit non, 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 faut dire oui, oui, oui.
Bon, peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est oui. Tu continues, t'avances, tu vois, tu persévères, tu lâches pas. Mais ça, c'est pas un prof, un père, un machin qui va te le dire. C'est toi le matin, tu dis bon, il neige, il pleut, il machin. Je fais un métier précaire, je vais continuer, mais à un moment donné, je sens que ça va payer. Ça va porter des fruits. En fait, moi, je pense, honnêtement, que pourquoi j'ai pas d'aversion au risque? Parce que j'ai une donnée rationnelle dans ma tête qui est plus tu fais des efforts, moins ta vie est risquée. Moins t'en fais, plus ta vie avec le temps devient risquée. Et qu'en fait, prendre un risque, c'est pas risqué. Prendre un risque et faire quelque chose de difficile, c'est de se renforcer. C'est emmagasiner en toi une force supplémentaire. Tu sais, dans le sport, il y a un truc. C'est quoi le truc? C'est la douleur. C'est. Merde, c'est quoi le truc? C'est quoi l'expression déjà? Quand tu fais du sport, quand tu fais des pompes, et en muscu, ils disent beaucoup ça dans les trucs de sport. La douleur, c'est la faiblesse qui s'échappe de ton corps. Et moi, je pense ça du risque. Je pense ça des choses difficiles. Je pense qu'à partir du moment où tu fais beaucoup de choses difficiles quotidiennement, sauf si t'es trop dur et que tu pars et que tu vas en zone de guerre et que tu peux avoir des chocs traumatiques et que là c'est insoutenable humainement, mais tant que tu restes dans quelque chose qui est un truc qui est risqué pour la majorité des gens mais qui est raisonnable en termes de drame humain, plus tu prends des risques, plus c'est dur, plus ta peau devient du cuir, plus ton intérieur devient solide et moins ta vie est difficile. Plus ta vie est facile en fait. Et des choses qui sont impensables pour des gens, ça devient quotidien pour toi. Et moi, en tout cas, moi c'est ce que je pense, j'ai peut-être tort, mais par expérience de vie, j'ai l'impression que la réalité des choses que je vis tend plutôt vers cette réalité que l'inverse. Mais ça m'est personnel. J'ai peut-être tort, et peut-être je suis à côté de la plaque, mais moi je le sens comme ça. Moi en tout cas, en moi, j'ai un peu cette intuition, cette certitude qui est très ancrée. Je dis un peu, mais en fait c'est totalement, je dis un peu par euphémisme parce que ça peut choquer les gens, mais fondamentalement, c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi et que je ressens profondément. Et donc pour moi, le risque n'est pas un risque, le risque est une sécurité, la sécurité est un risque. Mais ça n'engage que moi. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? Bon bah les débouchés possibles, on va se mentir, je vous ai quand même fait en long, en large, en travers dans la partie d'avant, donc on va les récapituler de manière simple. Au début, tu commences simple recruteur-donateur, ensuite tu passes responsable d'équipe. Si tu as un peu d'audace et de motivation, tu fais valoriser ça en termes de diplôme par validation d'acquis par expérience professionnelle, ou juste tu rajoutes la ligne sur ton CV. Après, je vous dis la vérité, hein, moi j'ai des potes à moi qui n'ont pas fait la validation d'acquis par expérience professionnelle. Ils ont été responsables d'équipe pendant 2 ans. Ils ont mis manager pendant 2 ans dans la collecte de fonds en face à face. Plus ils ont mis qu'ils avaient un diplôme en école de commerce. Bah, des fois les entreprises ne vérifient pas. En fait, il y a une loi française qui est peu connue. C'est que une entreprise, elle a la responsabilité de vérifier tes diplômes. Et en fait, si elle le fait pas, elle n'a pas le droit d'utiliser comme motif de licenciement par la suite. Alors, c'est une subtilité quand même. C'est-à-dire qu'elle peut l'utiliser comme argument dans le sens où elle peut arriver à essayer de prouver que parce que tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas compétent. Mais elle s'en rend compte 3 ans plus tard. Et pendant 3 années, t'as pas manifesté d'incompétence, en général, elle te garde. Parce que si t'es pas incompétent, elle te garde. Mais en tout cas, légalement, elle va avoir beaucoup de mal à te virer pour ça. Je vous dis pas de faire ça. Je vous dis que moi, je connais des gens qui l'ont fait et qui ont réussi. Les gars, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, c'est ce que je vous dis. Donc, les débouchés, ils sont pas écrits de base. C'est-à-dire que quand tu fais une école de commerce, quand tu fais une école d'ingénieur, t'as quand même des débouchés qui sont assez classiques. Moi, j'ai un pote avec qui j'étais en colocation qui était ingénieur dans le BTP. Il a bossé dans quoi, à votre avis? Dans des entreprises pour des postes d'ingénieur dans le BTP. Là, les débouchés sont différents. Les débouchés, ça peut être du phoning, ça peut être commerciaux, ça peut être de monter sa boîte, ça peut être ensuite... Il y a beaucoup de gens qui font une école qui s'appelle Bioforce, c'est une école qui est pas très connue. Alors, Bioforce, c'est une école, si je ne m'abuse, qui est dans le sud de la France, et je crois que c'est vers Bordeaux. Bioforce, c'est une école qui te forme... Alors, je vais vous dire des choses, je pense me rappeler de ça, mais je suis pas certain, donc... Mais globalement, je pense que j'ai l'idée globale. Bioforce, c'est une école d'humanitaire qui va te former sur une durée d'à peu près 1 an. Ok, qui coûte cher mais qui peut se faire sponsoriser par une association si tu as un contact avec eux. Ok, et cette association, elle va te former à 2 types de choses. Elle va te former à chargé de projet en zone de guerre et en logisticien en zone de guerre. Et en fait, c'est une école humanitaire qui est une des plus reconnues du monde. Et en fait, à partir du moment où tu es diplômé de cette école, tu peux te faire embaucher par des grosses ONG, Médecins sans frontières, Médecins du monde, et tu peux être amené à travailler du coup en territoire difficile. C'est pas forcément les zones de guerre, ça peut être les famines, ça peut être les grosses épidémies. Et en fait, tu es mandaté par des ONG pour aller travailler dans des territoires très difficiles. La première année, t'es pas forcément très bien payé parce que c'est une année un petit peu de formation entre guillemets continue, mais tu es tout le temps sur le terrain. Et à partir de la 2e année, tu peux commencer à avoir des vraies payes qui sont assez intéressantes. Alors, elles sont intéressantes, on va parler de 3 à 5 000 euros par mois. À savoir que tu es envoyé en zone de guerre, tu es loin de ta famille, c'est des contextes qui sont très stressants. Tes horaires de travail, t'en as pas, c'est peut-être du 15 heures par jour, tu vois. Enfin, c'est des métiers qui sont très difficiles, qui sont très chauds. Mais tu as beaucoup d'anciens recruteurs de donateurs qui ont vraiment cette fibre
on va dire, très aventureuses déjà. Déjà, c'est des gens qui ont un peu un pet au casque, mais ils ont ce côté-là où ils ont quand même cette envie de voir le monde. Un peu comme certains militaires, tu sais, au fin fond du Texas, c'est le mec qui se lève un matin, il prend son. Il fait la chasse comme un putain de redneck, et un jour il se dit, ouais, je vais aller défendre l'Amérique, et il part en Afghanistan. Il faut quand même avoir ce côté un peu con, mais t'aimes le goût de l'aventure, et là ils ont envie d'aider pour des assos, et t'as pas mal d'anciens recruteurs donateurs qui ont fait ça. Donc ça, c'est un des débouchés possibles. Et l'avantage, c'est que si t'es recruteur donateur pendant un an et que t'as fait comme moi une mission itinérante, l'école elle coûte 8 000, ok, mais t'as mis 12 000 € de côté, donc tu la payes ton école. Et après, tu pars en zone de guerre et t'as des gens qui vont vraiment se passionner par ça. Et en plus, quand t'as été 10 ans en zone de guerre, bah ça, pour le coup, même pour se faire embaucher par la suite dans des entreprises privées, c'est une expérience qui est tellement rare qui te permet de faire des postes assez haut placés. Donc ça, c'est un des débouchés possibles. Deuxième débouché possible, c'est de passer responsable d'équipe, d'aimer ça, passer responsable de programme et d'évoluer dans l'organigramme de la collecte de fonds, tout simplement. T'as des mecs qui ont commencé à 20 ans et qui aujourd'hui ont 40 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la collecte de fonds. T'as des gens qui ensuite, une fois qu'ils ont été recruteurs donateurs, ils deviennent consultants pour des assos. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent la réalité de la collecte de fonds en face à face, ils vont travailler pour la collecte de fonds globale pour des assos. Pas que la collecte en rue, ils vont travailler pour la collecte sur les réseaux sociaux, sur internet, sur le mailing, etc. parce qu'ils ont une expertise qui est assez rare. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez connu. T'as beaucoup de gens qui ont créé des assos aussi, tout simplement. Qu'on crée des assos, t'as eu beaucoup de débouchés comme ça, t'as des gens qui ont créé leur entreprise qui n'ont rien à voir, des mecs qui font du porte-à-porte, mais des fois rien à voir, hein. T'as beaucoup aussi d'artistes qui font ce métier, c'est-à-dire des gens qui en fait, en gros ils ont fait une école de cinéma, ils ont fait une école de théâtre, une école de danse, et c'est des métiers qui sont assez précaires, ils n'arrivent pas à trouver de contrat, et en fait ils vont faire ce métier en attendant d'avoir la sécurité dans leur contrat. Il y a des youtubeurs qui ont fait ce métier, je vais pas vous les citer, mais si vous vous renseignez un peu, vous pouvez rencontrer pas mal de youtubeurs qui ont déjà fait ce métier. T'as beaucoup de gens qui ont fait ça quand ils étaient étudiants, donc en fait ça leur a permis. Moi j'ai une pote à moi qui est arrivée en France pour ses études de droit, qui venait du Cameroun. Elle faisait ses études de droit en même temps que ça. Ok. Elle a réussi à valider sa licence en 5 ans parce que quand tu travailles et que tu fais un métier, surtout un métier difficile, c'est beaucoup plus dur. En plus, entre guillemets, elle avait jamais étudié de droit, beaucoup discuté, mais c'est une meuf très persévérante et c'était une meuf qui était très douée dans ce métier. À la fin, ils lui ont proposé plein de fois d'être responsable d'équipe. Elle a fait non, j'ai fait ma licence à côté. À côté de ça, ensuite, elle a arrêté le droit. Elle est partie en master en école de management, qu'elle a directement eu en alternance. Pourquoi elle a eu en alternance direct? Des années d'expérience professionnelle dans la rue, plus un vrai charisme qu'elle avait de base, mais qu'elle a entretenu grâce à la collecte de fonds. Donc direct alternance, payée à 1600. Parce qu'en plus, elle a pas négocié un contrat de l'alternant vite fait MDR. Elle a négocié un contrat de l'alternant où elle est payée au max. Et ensuite, après, maintenant, elle s'est fait embaucher à l'issue de ces 2 années d'alternance en tant que elle est chargée de recrutement pour l'entreprise, et là elle est à 3000 net par mois. Tu vois, c'est un truc c'est magnifique. Tu arrives en France, t'as 18 ans, frère, tu parles le français, ok, mais c'est pas que les Camerounais sont mauvais à l'école, c'est que ce que t'apprends au Cameroun et ce que t'apprends en France, c'est pas forcément les mêmes programmes, donc t'as du retard à rattraper. C'est pas que t'es plus con, c'est pas que c'est moins bien ce que t'as fait, mais c'est que c'est pas la même chose. T'arrives, tu bosses, etc., machin truc. T'as 25 ans, t'es payé 3000 par mois, alors que t'as plein de Français qui gagnent pas ça, tu vois ce que je veux dire? C'est des destins que tu vas aller chercher, mais les débouchés sont possibles. Et en fait, le recruteur, si tu lui expliques pas le métier, il va pas comprendre. Tu lui expliques, tu peux l'impacter. Mais vu que ça fait des années que t'impactes des gens pour les faire devenir donateurs, t'as une capacité à impacter des gens qui est plus développée que la moyenne. Donc en fait, t'as une capacité à briser des portes qui sont plus élevées. T'as pas mal de danseurs qui ont fait ce métier, t'as pas mal de comédiens, des gens qui ont fait le cours Florent. Le cours Florent, c'est une école à Paris de théâtre. Mais en fait, t'as beaucoup de gens qui étaient comédiens qui ont fait ce métier, qui ensuite ont fait autre chose. T'as beaucoup de gens des gens qui bossent au Puy-en-Velay notamment qui ont fait ce métier. T'as beaucoup ensuite de gens qui sont partis bosser au Club Med, etc. Mais par leur charisme, ils ont réussi à évoluer, etc. T'as beaucoup de potes à moi qui sont partis bosser chez Disney parce que Disney, t'as la possibilité d'évoluer. En fait, c'est une école de vie dont tu peux en faire 1001 choses. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, les débouchés, ils sont multiples et variés. Et en fait, ils sont tellement variés parce qu'en fait la personnalité des gens qui font ce métier longtemps sont tellement extrêmes qu'ils vont chercher des choses qui sont assez impensables pour beaucoup de gens. Mais du coup c'est aussi une voie qui t'amène beaucoup potentiellement à l'entrepreneuriat. Donc moi j'ai un pote qui est ébéniste maintenant. Il a bossé 2 ans, il a eu 2 ans de chômage. Frère, en cours du soir, enfin vidéo YouTube, il a appris à être ébéniste, réseau relationnel, etc. Il s'est passionné par ça et maintenant il gagne bien sa vie. C'est un métier manuel mais il est à 2500 par mois et il fait ce qu'il aime. Et si un jour ébéniste ça marche plus, ben il reprend le taf. Il reprend le taf 6 mois, il se remet 6 mois au chômage avant de refaire autre chose. Après t'as beaucoup de mecs aussi qui ont fait ça, ils bossent 6 mois et après ils vont partir en voyage 6 mois à l'étranger. Ils bossent 6 mois, ils gagnent bien leur vie en France, ils vont vivre au Mexique. Ils ont fait ça de 20 à 30 ans. Donc ils ont voyagé en 25 pays avant 30 ans. Ils ont pas de carrière classique mais expérience de vie incroyable.
Donc c'est ça les débouchés, c'est vivre. Des potes à moi qui sont partis vivre en van, des potes à moi qui ont fondé une famille, qui ont bossé dans autre chose, etc. Qui ont maintenant eu des vies assez classiques. Des potes à moi qui ont bossé 3 ans, qui ont repris leurs études ensuite en alternance et qui du coup maintenant font rien à voir, mais pour qui ça les a servi de se faire ce métier. Donc les débouchés, il n'y en a pas de tracé. Mais vous inquiétez pas, quand vous faites un métier comme ça et que vous êtes bon, la vie elle est plus simple. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Les rapports avec les collègues, on va pas se mentir, ça reste une entreprise, ça reste un métier, donc tu es amené avec des gens que tu n'apprécies pas forcément. Je vous ai dit, ce métier il est riche en expérience, et tu vas vivre beaucoup de choses en peu de temps avec des gens. Ça veut dire que si tu as une affinité des atomes crochus avec quelqu'un, ça va être démultiplié dès le départ. En une semaine, tu as des gens que tu les connaissais pas avant, tu as l'impression que c'est tes meilleurs potes. Tu as le pendant négatif de ça, c'est-à-dire que si quelqu'un, vous avez des atomes totalement discordants au départ, qui sont totalement pas compatibles, et bah ça va peut-être pousser ça à l'extrême. Et ça va démultiplier. En fait, il y a des gens qui finissent par détester. Bon, après, ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a suffisamment de missions pour faire en sorte qu'ils ne travaillent pas ensemble, ou il y en a un des deux qui part, etc. Globalement, les expériences sont plutôt positives, mais tu peux avoir beaucoup d'expériences négatives aussi, dans le sens où c'est un métier qui te met bas. Donc les gens peuvent s'engueuler, les gens peuvent crier, etc. Machin truc. Ils vont passer à autre chose. Mais c'est vrai que tu as on va dire un rapport au travail qui est quand même assez différent. Et les gens se parlent frontalement dans ce métier. C'est pas en mode oui, je pense que effectivement là tu n'as peut-être pas mis en place. Des fois, t'as un responsable d'équipe, c'est ton pote, il dit écoute, t'as fait le connard ce matin, t'as fait de la merde, franchement c'est dégueulasse comment tu bosses, ressaisis-toi, fais ton travail. Et c'est ça et ça va être adapté en fonction de la personnalité de chacun, mais c'est ce genre de rapport de travail que tu peux avoir qui sont très vrais, mais qui peuvent piquer, tu vois, qui peuvent faire un peu mal, tu vois, surtout si t'as un peu d'ego, etc. Donc ça peut être ça. Après, bien sûr, c'est un métier où il y a eu plus de 45 000 personnes qui l'ont fait. Donc, vous doutez bien que sur 45 000 personnes qui l'ont fait, il y a eu du harcèlement. Il y a eu des personnes qui ont dragué lourdement des collègues, des responsables d'équipe qui ont pu faire, je sais pas, des choses un peu... Il y a eu aussi des fois des patrons qui se comportaient pas forcément très bien avec les employés, qui ont pu leur mettre la pression, notamment ceux qui étaient en CDI, pour arriver à les faire partir quand ils étaient plus rentables. Donc, il y a eu des prud'hommes. Je vous dis, tout de suite, ils les ont perdus, ils ont dû payer 70 000 balles. Avec le temps... C'est un métier quand même qui s'est inventé quand même. Au début, personne connaissait ce métier. C'est-à-dire que le premier mec qui a pensé à ça, il s'est dit les gars, on va aller dans la rue, hein. On va prendre un KE, on va aller voir des mecs, on va pas leur demander d'argent liquide, on va leur demander de nous filer des RIB pour mettre en place des prélèvements automatiques. Enfin, je peux vous dire que le mec c'est un peu un malade, c'est un peu un fou, tu vois, c'est un peu un pari risqué. Donc, il y a aussi un côté au début quand ça a commencé ce métier, c'était pas forcément les couteaux les plus affûtés du tiroir qui faisaient. Enfin, c'était des mecs avec du charisme, mais c'était pas les mecs qui étaient les plus, on va dire. Qui était le plus dans un rapport à la normalité le plus établi possible, tu vois. Donc, il y a forcément eu des débordements au début qui se sont gommés avec le temps, ça s'est très professionnalisé avec le long terme, mais comme toute entreprise où tu as beaucoup de salariés, tu as des problèmes, ok. Mais, ce qui est positif, c'est qu'on te laisse ta chance souvent. Moi, je vous le dis, je pense que tous les responsables d'équipe avec qui j'ai travaillé, je les ai insultés une fois. Je pense, tous. Et, je vous le dis, ils m'ont insulté en retour. Pourtant, il y a un responsable d'équipe avec qui j'ai bossé plus d'1 an et demi d'affilée, et je pense que sur chaque mission, on s'insultait. Mais chaque mission. Mais pas parce qu'en mode ah, ça enculé, tu m'as manqué. Non, écoute, ferme ta gueule, tu me dis pas comment j'ai à faire. Enfin, tu sais, moi je suis le genre de mec, tu me donnes trop de conseils dans la journée, je vais dire écoute, tu me dis pas ce que j'ai à faire, je fais mon travail, te fais enculer, retourne boire ton café de merde, alors que je sais que le mec il bosse. Mais tu sais, sur le moment, t'es piqué, t'as envie d'insulter. Chaque mission, 5 semaines, on s'est insulté, on a bossé ensemble, et on s'entend super bien, et on a aimé travailler ensemble, et on a fait des très belles choses ensemble. Donc on va dire que c'est des rapports de travail qui sont très exacerbés, qui sont très poussés dans ce qu'il y a de meilleur et dans ce qu'il y a de plus positif. On va faire maintenant des notes un peu joyeuses. T'as des gens qui se sont rencontrés dans ce travail, qui se sont aimés. Ils sont maintenant mariés, ils ont des ensembles, etc. Ils ont monté des entreprises ensemble, ils sont partis en voyage ensemble. T'as eu plein d'histoires d'amour, d'amitié qui se sont faites. T'as beaucoup de gens, moi je sais que pendant un moment, je pense que 80% des gens à qui j'étais ami, c'était des gens que j'avais rencontrés dans ce métier. 20% c'était des gens que j'avais rencontrés à l'école, dans le sport, etc. Mais 80% de mes amis avec qui je suis parti en voyage, avec qui j'ai vécu, avec qui j'étais en coloc, ont été des gens que j'ai rencontrés grâce à ça. Donc c'est aussi un métier qui peut être très riche en expérience de vie humaine. Donc c'est ça les rapports. En fait c'est des rapports qui sont très bizarres parce que c'est plus... T'as le sentiment que c'est plus familial que professionnel, mais quand même de temps en temps tu te rends compte que c'est travail et que c'est pas famille. Dans le sens où quand même t'es pas bon pendant 6 mois, on te vire. C'est-à-dire que ton meilleur pote, à un moment donné qui est ton responsable d'équipe, la direction dit il faut le virer et il doit te virer et il va te virer. Et c'est comme ça. Si t'es motivé, ils te reprendront après. Mais quand même sur l'instant, t'as l'impression que c'est une trahison, t'as l'impression que c'est une déchirure, etc. Parce que tu sais, c'est bizarre de bosser avec des patrons qui c'est tes potes, c'est ta famille, tu t'engueules avec eux, et un jour tu t'es un peu engueulé trop fort, et tu t'engueules un peu trop souvent devant les autres, et ça discrédite le travail devant les nouveaux qui connaissent pas ce métier.
et du coup t'es pas professionnel et tu te fais licencier, ça peut te faire mal en mode putain mon père me... Enfin c'est pas mon père mais mon pote, mon frère, mon cousin, mon oncle il m'a licencié quoi. C'est bizarre, c'est schizophrénique un peu, mais c'est puissant. C'est vraiment à vivre, c'est très particulier. Mais par contre il faut comprendre que c'est des déchirures instantanées. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il t'a viré aujourd'hui qu'il rebosse pas avec toi plus tard. Mais ça reste tes patrons, ça reste une entreprise, ça reste des gens qui ont un rapport hiérarchique avec toi, que tu as l'impression que tu peux oublier, mais qui existe et qui est réel et qui est quand même très similaire à le reste du travail. Donc tu as les jalousies, tu as les médisances, tu as la désinformation, tu as la réputation positive ou négative qui est jouée en ta faveur, tu as des mecs, tu as l'impression qu'ils sont incompétents et pourtant ils sont responsables d'équipe et c'est comme ça, et tu dois faire avec. Tu as tous ces rapports que tu comprends pas, qui sont obscurs. En plus, je vais vous dire la vérité. Un métier où il y a autant de gens qui ont bossé, des fois tu as des mecs qui sont passés responsables d'équipe, mais pas parce qu'ils sont plus compétents que toi, hein. Parce qu'ils sont plus potes avec le mec que toi. Parce qu'ils se connaissent depuis toujours, etc. Donc tu as aussi des injustices qui ont été faites. Donc tu vois, tu as toutes ces choses-là que tu tends à oublier mais qui sont pourtant réelles et qui te font un peu mal des fois. Tu sais, surtout si t'aimes pas l'hypocrisie, t'aimes pas l'injustice, etc. Ça te met les claques dans ta gueule. Bon, si t'es pas con, ce que tu fais, c'est que tu vas finir par monter ta boîte et tu vas finir par être entrepreneur et tu vas finir par faire des choses, tu vois. Tu vas finir par faire des choses par toi-même. Mais tu peux avoir ce sentiment quand même, on t'a pris pour un con. On t'a fait croire un truc mais qui est pas vrai. C'est juste que t'es naïf et que t'es bête et que t'es jeune. Mais c'est pas grave, c'est l'expérience de vie. Au bout d'un moment, t'as pris des portes. Au bout d'un moment, tu dis bon, le feu ça brûle, l'eau ça mouille. Quand je me prends une porte en plein nez, finalement ça finit par le casser. J'ai une tête de gitan et c'est plus compliqué de trouver un crédit. Mais t'apprends, t'emmagasines de l'expérience et au final, bah. Tu grandis. Et puis au bout d'un moment, t'en fais quelque chose de positif ou pas. Si t'es con, t'en fais rien. Si t'es intelligent, t'en fais quelque chose. Mais quand je dis intelligent ou con, c'est même pas ça. C'est que si au bout d'un moment, t'en as marre de reproduire les mêmes erreurs, tu finis par faire quelque chose de positif. Si t'as envie de t'enfermer dans un sentiment où le monde est injuste envers toi, bon bah le monde est injuste envers toi, c'est comme ça. Tu vas créer ta propre réalité qui fait que t'as un sentiment que tout est injuste. Au bout d'un moment, si t'as envie de t'aimer un peu toi-même et que t'as envie de faire des choses positives, tu vas te grandir de ça, te nourrir de ça. Et l'avantage d'un métier comme ça, c'est que ça accélère les relations que tu vas avoir. C'est-à-dire que tu vas bosser avec 10 personnes avec qui ça va pousser très fort les relations, dans ce qu'il y a de meilleur, dans ce qu'il y a de pire. Donc ça va t'apprendre énormément de choses sur les autres, mais surtout beaucoup de choses sur toi-même. Ça va te pousser dans des choses assez puissantes où tu vas dire mais en fait quand j'ai trop de pression, je suis une merde. Je craque. En fait quand j'ai beaucoup de pression, j'aime. Ça marche pour moi. En fait j'aime bien me comparer aux autres et faire plus de donateurs qu'eux. En fait je suis un peu aigri, je suis un peu un jaloux. Ou je suis pas aigri, je suis pas jaloux. Je m'en bats les couilles de ce que font les autres. Je m'en bats les couilles de ce que les autres pensent de moi. En fait ça te révèle à toi-même. Et ça je pense que ça vaut le coup. Tu vois, c'est les Grecs qui disent un peu ça, connais-toi toi-même, c'est important. Et bah je pense que c'est important de faire un métier comme ça, où vraiment t'en apprends sur toi, et t'en apprends ce que t'aimes en toi et ce que t'aimes pas chez toi. Et si t'es pas con, au bout d'un moment tu gommes ce que t'aimes pas et tu vas vers ce que tu aimes. Donc les rapports sont forts, décevants, comme tout rapport humain, et en même temps ils sont très impactants et ils sont des trucs qui te donnent envie de vivre. Surtout si t'es extraverti. Si t'es extraverti, globalement t'aimes vivre pour les autres, mais bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, ces rapports sont comme ça. Ils sont ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont de meilleur, dans ce qu'ils ont de mauvais. C'est dur et passionnant à la fois. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Moi, je vais vous donner une réponse qui m'est très personnelle et qui n'est absolument pas, réelle pour la majorité des gens pour une raison qui est simple. C'est que moi, je suis très à part dans ma famille depuis le début. Ok ? Moi, je suis quelqu'un qui a un référentiel interne de valeurs. Ça veut dire que ce que tu penses de moi, j'en ai rien à branler. Mais c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que c'est comme ça, c'est au fond de moi. Tu penses quelque chose de moi, que ce soit positif ou négatif, c'est ton problème, ok ? Moi, ce que je pense de moi a beaucoup plus d'importance que ce que pensent les autres. Et donc, du coup, ma famille, depuis que je suis gamin, ils savent que je suis comme ça. Et en gros, ils ont pas d'avis à donner sur ce que je fais. Donc maintenant, je vais vous répondre honnêtement, comment ils voient ce métier. Bah pour eux, ils pensent que c'est encore un énième métier de saltimbanque, mais bon, de toute façon, c'est le saltimbanque de la famille, c'est le mec à part, c'est le mec qui part en voyage, c'est le mec qui fait des trucs. Donc, pour eux, c'est juste dans la droite lignée de ce que je suis moi. Donc, en fait, ils le voient de manière négative. Parce que pour eux, c'est en gros, c'est un métier pour lui, mais c'est pas un métier pour les autres. Donc, en fait, ils grossissent de manière négative ce que c'est. Alors qu'en fait, c'est un métier qui est beaucoup plus, entre guillemets, classique et formel que l'existence que moi je mène habituellement. C'est un métier qui devrait être beaucoup plus reconnu par les gens,
qui devrait être beaucoup plus valorisé par les gens. Mais comme je pense beaucoup de métiers en vrai, je pense que la majorité des métiers un peu qui sont très particuliers doivent être reconnus. Je pense qu'un mec qui bosse en CER, c'est les centres d'éducation renforcée, les EduxP, les mecs qui bossent pour le handicap, les mecs, etc. Ça devrait être vachement reconnu, les infirmiers, etc. Les gens qui font du métier réel, du métier utile, du métier de l'humanité. C'est des métiers qui pour moi devraient être beaucoup reconnus et qui ne le sont pas forcément à leur juste valeur. Donc moi ce que je peux vous dire c'est attendez-vous à ce que votre entourage ne comprenne pas ce que vous faites. Attendez-vous à ce qui vous incite à ne pas le faire. Moi j'ai bossé avec une fille une fois, elle avait 18 ans, ok, très jeune, très douée dans ce métier, très forte. Elle a été, tu sais quand tu commences un contrat, t'es pas payé le premier jour de ton contrat. Ton contrat il dure 5 semaines, en général t'es payé à la fin de tes 5 semaines. Ou si t'es en contrat long de 6 mois, t'es payé chaque mois. Je peux vous dire que les 4 premières semaines, alors que c'est les 4 premières semaines qui sont les plus dures dans ce métier, tous les jours sa mère lui disait tu seras pas payé. C'est une arnaque, c'est pas vrai. Tu ne peux pas être payé autant pour faire ça. Vous imaginez comment ça peut être difficile quand t'es jeune, un métier difficile que ta mère te dise tous les jours tu ne seras pas payé, ce n'est pas possible. Tu vis dans un rêve. Tu vas être payé 1800 par mois pour faire ça. Mais tu es bête ma fille. Ils t'exploitent, tu es débile. Mais t'as pas un contrat. T'as des vendeurs de rêves, elle pensait que c'était du commerce pyramidal ou des trucs comme ça. Mais rien à voir. Bref, je vais pas rentrer dans ce débat parce que je connais des gens qui font ça, bon bref. Et du coup, c'est vrai que attendez-vous à ce que votre entourage ne cautionne pas, ne comprenne pas et pense que c'est un hobby passager. Si vous voulez le faire sur le long terme. Attendez-vous à ce que les gens, quand vous discutez en soirée, ne comprennent pas, puissent vous regarder un peu avec dédain en mode ah. Ils vont pas le dire parce que les gens sont des putes. En fait, je vais vous dire un truc, c'est que la majorité des gens qui sont orgueilleux, méprisants, dédaigneux, ils vont pas te le dire en face, mais tu vas le sentir dans leur comportement. Mais bon, si t'as un référentiel interne comme moi, tu t'en bats les couilles. Si tu peux être un peu impacté par les autres, moi je connaissais une fille justement qui était très douée dans ce métier. Elle était plus âgée, c'est pas la même, elle avait 27 ans. Elle est passée responsable d'équipe, celle dont je vous ai parlé, en 2 mois. Et ben, malgré qu'elle soit responsable d'équipe, qu'elle soit cadre, etc., le regard de sa famille, de ses amis par rapport à ce métier, fait qu'elle a fait que 6 mois. Parce qu'elle se sentait... En fait, elle a préféré ensuite être vendeuse au printemps. Elle était payée moins. Elle avait pas de elle avait aucune responsabilité, elle avait que dalle. Elle avait pas de salaire, rien, que dalle. Mais sa famille était plus rassurée. En mode, ah, je travaille pour printemps. Même si t'es pas bien payé, même si t'es pas truc, c'est printemps, tu vois, c'est sûr, c'est sécure. Et ça, attendez-vous à ce que beaucoup de gens voient mal votre métier. Attendez-vous aussi à ce que beaucoup de gens aient des expériences négatives avec les recruteurs donateurs et du coup, vous associent à toutes les expériences négatives qu'ils ont vécues et du coup ne vous aiment pas. Subtilité, c'est que si vous avez du charisme et de la tchatch, ils vont pas vous aimer 5 minutes, mais ils vont, au bout d'une heure, ils vont vous adorer. Donc tu vois, c'est... Donc en fait, ça dépend de toi et de ta personnalité, mais moi je m'en bats les couilles. Quelqu'un de sensible, bon bah en fait, quelqu'un de sensible, il fait pas ce métier longtemps, donc au final, enfin quelqu'un de sensible, il y a des gens sensibles qui font ce métier, mais quelqu'un qui se laisse manger par sa sensibilité. Parce que moi je connaissais des gens très sensibles qui faisaient ce métier, mais quelqu'un de sensible veut pas dire quelqu'un de faible. T'as des gens très sensibles qui sont très forts. C'est-à-dire que leur vie c'est un pétage de câble émotionnel toute la journée, mais ils avancent tous les jours. Les mecs ils vont continuer. C'est-à-dire que toi, une journée comme ça, t'as envie de te suicider, lui c'est sa normalité. Si t'es comme ça, tu vas te laisser détruire et faut pas. Mais si t'es capable de pas te laisser détruire, tu t'en bats les couilles de ce que les gens pensent de toi. C'est pas ton dos, frère, t'es libre, tu gagnes bien ta vie, tu fais un métier qui a du sens pour toi, tu rencontres des gens, tu fais des potes, tu bosses, t'as des expériences de vie qui sont très enrichissantes, tu bosses dans toute la francophonie. Quand je dis la francophonie, c'est pas non plus les pays fracains parce que le niveau de vie des pays permet pas de trouver les donateurs nécessaires, mais dans toute la francophonie où le niveau de vie est nécessaire, enfin c'est quand même une richesse incroyable. Tu bosses 6 mois, tu pars 6 mois en voyage, tu découvres le monde, enfin c'est un truc où t'emmerdes les gens au final, ok bon c'est bien, tu penses que je suis une pute, mais oui t'as raison, je suis idée. Mais tu vois, oui je suis une salope, et alors pense ce que tu veux. Va continuer à bosser dans un métier qui te plaît pas, ou qui te plaît d'ailleurs, mais peu importe, fais ce que tu veux, ça te regarde pas. Mais bon, ça peut être difficile au début effectivement. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, je vais pas vous vendre du rêve. Honnêtement oui, ça peut être mal reçu. Je voulais vous dire, ta mère elle va préférer que tu sois avocat qui gagne le SMIC, parce que je vous dis, hein, à Paris quand t'es avocat et que tu commences, que t'as fait le barreau parisien, tu peux gagner le SMIC quand t'es commis d'office, tu peux gagner le SMIC pendant des fois 5 à 10 ans et en bossant plus qu'un mec qui est au SMIC. Mais ta mère elle va préférer. Ton père il va dire ah mon fils il est avocat, c'est bien. Pourtant c'est la fierté de la famille, il a fait son barreau. Et en plus il a fait le barreau de Paris. Alors que toi t'es à 2500, t'es responsable d'équipe. Même pire, t'es à 3000, t'es dans un bureau. C'est-à-dire que t'es même plus dans la rue à te taper, etc. T'es dans un bureau, t'es à 3000, t'as une sécurité, t'es en CDI, t'es tout ce que tu veux, t'as un crédit frère, t'as acheté ta maison, tu l'as mis en location, tu te fais des thunes, etc. Tu gagnes mieux ta vie. Qui est pas avocate. Tu vois ce qu'il y a ? Il y a quand même ce truc, c'était Bourdieu qui en avait parlé, c'est que d'un côté t'as ce que tu fais qui te rapporte de l'oseille, c'est le patrimoine, ça, c'est ce que tu arrives à créer, mais tu as aussi un truc qui s'appelle le patrimoine symbolique. Le patrimoine symbolique, c'est un médecin qui gagne 10 000 est plus reconnu dans la société qu'un entrepreneur qui fait 25 000, surtout si on comprend pas ce qu'il fait.
Moi, j'avais rencontré un mec, son entreprise, c'est ce que c'est, vous voyez, dans tous les chantiers, tu as l'obligation d'avoir des toilettes, ok? Et c'est une obligation légale. Lui, ça s'appelle WC Log, vous pouvez taper sur internet. Dans tous les chantiers, tous les festivals, t'en as. Le mec a une fortune personnelle estimée à 15 millions d'euros. Mais quand tu vas expliquer que ouais, moi je loue des chiottes pour des festivals et des chantiers, ah oui, t'es pas chirurgien quoi. Mais sauf que frère, il fait dans sa vie, il a plus d'argent qu'un chirurgien, il en aura jamais. Mais pourtant, c'est comme ça. Pourtant, tu vends de la merde ou que t'es un merdeux. Enfin, tu vois, les gens sont bêtes. Mais tu t'en fous parce que si les gens sont bêtes, tu les fréquentes pas. Et si les gens sont intelligents, c'est tes potes, etc. Et en fait, t'avances qu'avec les gens que t'aimes bien. T'as 70 millions de Français, tu vas pas être pote avec eux. Hein. Si t'es pote avec 1000 personnes dans ta vie, c'est énorme. Et il y a 1000 personnes intelligentes en français, je vous le dis. Hein. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Une nouvelle recrue dans mon équipe, je vais lui dire un truc simple, c'est t'arrives dans ce métier, écoute ce qu'on te dit. Vraiment, on va t'expliquer comment traiter les objections parce que les gens ils vont pas te dire oui. Hein. C'est pas oui, vous voulez donner 15 € tous les mois à l'association, on va te dire non en général. Apprends à manier le discours qu'on t'apprend, écoute les conseils de ton responsable d'équipe, mais tu prends ce que t'as de meilleur en toi, ok? Tu prends tes tripes et tu les mets sur la table et tu y vas à fond. Pourquoi? Parce que même si ça marche pas, parce que ça peut arriver que ça marche pas, t'as mis tout ce qui était possible pour que ça marche. Et je te le dis, humainement, quand pendant 5 semaines tu te donnes à fond dans peu importe ce que c'est, t'en ressors grandi. Ok? Déjà, c'est très bon humainement pour toi. En plus, si tu y vas à fond, tu vas prendre le risque que ça marche. Et si ça marche, tu vas prendre le risque d'aimer ce métier, tu vas prendre le risque de gagner de l'argent, de faire une cause qui te plaît. Et en fait, le seul conseil que j'ai à te donner, c'est vas-y à 1 milliard de %, donne tout ce que t'as. Si tu t'es cramé au bout de 5 semaines, prends une pause, reviens après. Ok? Pas de souci. Parce que tu peux avoir mis trop d'énergie, mais vas-y à fond de balle. Donne tout ce que t'as, tu mets tes réserves d'énergie, tu crames tout, le carburant, tout ce que t'as. T'y vas, t'enchaînes, tu dis bonjour, tu feras les comptes à la fin. Et en vrai, si tu fais ça, t'y arrives. Mais en fait, honnêtement, moi, tous les mecs que je connais qui le font à fond, toutes les filles que j'ai connues qui l'ont fait à fond, mais je te jure, la vérité, ils ont fini par y arriver. Mais tous. Tous les gens qui vont pas à fond, il y en a qui ont fini par y arriver parce qu'ils sont naturellement bons. Mais si t'y vas pas du tout, t'y arriveras pas du tout. Et moi, le conseil que je te donne, même si t'es bon, vas-y à fond parce que tu seras excellent. Et si t'es excellent, tu passeras responsable de l'équipe en 2 mois. Et tu vas dire waouh, tu vas dire putain, je gagne 2000, 3000 par mois, c'est incroyable. Vas-y à fond, donne tout ce que t'as, crame. Et en plus, si t'es mauvais, à force d'y aller à fond, tu vas devenir bon. Donc cherche pas, réfléchis pas, tu prends ton cerveau, tu le poses et tu y vas à 200%. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Alors, si vous souhaitez vous lancer dans le métier, j'ai un seul message à vous donner, c'est que c'est d'une simplicité, mais énorme. Tu prends ta connexion internet, ton téléphone, ce que tu veux, tu tapes recruteur de donateurs sur Google, ok? Ça va te rediriger vers toutes les entreprises qui font ça, ok? Il y en a au moins 25 en France. Minimum, sans compter les associations qui le font en interne. Les associations qui le font en interne, à ma connaissance, t'as Médecins Sans Frontières, t'as Greenpeace, c'est les deux que je connais, t'en as peut-être d'autres, mais je suis pas sûr. Tu tapes Greenpeace si tu veux travailler pour Greenpeace, tu vas trouver des missions. Tu tapes Médecins Sans Frontières, tu vas trouver des missions. Médecins Sans Frontières, contrairement à Greenpeace, c'est rare qu'ils prennent des débutants. Ils prennent des gens qui ont fait ce métier pour des entreprises et qui maintenant veulent le faire pour une asso. Sinon, tu tapes ONG Conseil, Cause à effet, Tricot, Pas à Pas, Direct Result, Direct Sud. Globalement, je crois que c'est ça tout ce que j'ai en tête. Tu dois avoir. T'en as plein d'autres en tête. T'as l'Agence Solidaire à Paris aussi. Tu tapes tous ces noms-là, tu passes des entretiens d'embauche, tu vois en fonction de tes villes, et tu vas trouver. Troisième chose, tu peux regarder sur Indeed, sur toutes les applications, ils mettent beaucoup d'annonces là-dessus. Le Bon Coin, ils en mettent pas, mais sur Indeed, etc. C'est recruteur de donateurs en gros. Tu postules. En général, quand ils font une annonce et que la mission, elle va démarrer au plus tard dans 3 semaines. Ensuite, tu as un entretien d'embauche qui va se passer. En général, tu as un pré-entretien de 1 à 5 minutes au téléphone. Globalement, c'est pour vérifier que tu parles, que tu as une bonne élocution et que tu parles bien français. Et que tu as compris que c'était un métier où tu vas demander des fonds dans la rue à des gens et que tu n'es pas là pour sensibiliser. Ensuite, tu vas avoir souvent un entretien. Avant, ça se faisait beaucoup en face à face. Mais depuis qu'il y a eu le Covid, ils se sont beaucoup habitués à le faire en distanciel. Donc, tu vas avoir un entretien sur Zoom d'une demi-heure. Et ensuite, si tu es pris, tu le sais. Quand tu es très bon, tu le sais à la fin de l'entretien. Ils ne te font pas de mystère. Quand t'es ancien comme moi et que tu repasses des entretiens pour une autre boîte, bon, moi ils me font même pas l'appel téléphonique de 5 minutes, ils me font direct l'entretien Zoom d'une demi-heure et puis ils me disent bon bah t'es pris, voilà. Quand t'es nouveau et que t'as pas été forcément fort direct à l'entretien, ils se laissent une marge de réflexion parce qu'ils attendent de voir les autres entretiens, ils te rappellent le lendemain ou à la fin de la semaine en général. Donc t'es très vite fixé. Tu postules le lundi, t'es appelé le mercredi, l'entretien le jeudi, au plus tard tu le sais le lundi d'après. Et en général tu commences le lundi suivant. Donc c'est très rapide, c'est très efficace. Et
t'as pas besoin d'avoir un CV énorme. Des fois, même, ils te demandent même pas de CV sur les sites. Des fois, oui, mais bon, c'est pas très compliqué. Puis tu peux mettre que t'as aucune expérience, que c'est ta première expérience pro. T'as les entretiens réels, ils rappellent quasiment tout le monde. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai postulé, ils m'ont rappelé, même s'ils me connaissaient pas. Donc, t'es pour te dire, et j'ai pas un CV avec des trucs de fou. Des fois, je mets même pas que j'étais recruteur de donateur. C'est-à-dire que vraiment, ils appellent tout le monde, donc tout le monde a sa chance. Tout le monde sera pas sélectionné, mais tout le monde a sa chance. Et ensuite, t'as une formation qui dure 2 jours. Et ensuite, à la rue pendant 4 jours. Et à la fin de ces 4 jours, il te dit si t'es gardé pour la mission. Donc, lancez-vous, essayez. Et même, tu peux le faire un peu différemment, mais ça sert à rien de le faire comme ça. Postule de manière classique. Mais moi, des fois, quand je les croise dans la rue et que je veux bosser, je dis ah, tu travailles pour qui? Ils me disent pour lui. Est-ce que je peux avoir le numéro de ton responsable d'équipe? Oui. Je vais voir le responsable d'équipe. Est-ce que je peux avoir le numéro du responsable de programme? Et tu peux les appeler, etc. Ça peut marcher, mais ça marche déjà quand t'es un peu ancien et quand t'as des potes qui font ce métier. Mais tu peux tenter. Mais en général, ils vont te rediriger vers le site. Donc le mieux, c'est que tu vas sur internet, tu tapes recruteur donateur, tu vas trouver, c'est simple. C'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas compliqué. T'en fais pas une montagne. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.